Bonjour le Bénin, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver sur 5 sur 7 matin. La matinale que vous propose la télévision nationale, ça se passe ici sur Bénin Télévision tous les jours entre 7h et 9h, 6h, 8h en temps universel. Nous sommes aujourd'hui mardi 21 janvier 2025 et si vous êtes un utilisateur de charbon de bois, sachez qu'il existe de nouvelles conditions de transport selon une note signée du ministre du Cadre de Vie. La quantité de charbon de bois accordée aux particuliers et par moyen de transport est fixée à 2 sacs. Celle accordée pour le bois de feu est d'1 ster et l'acheminement de ces produits forestiers est conditionné par la détention d'un titre de transport. Quels sont les réels enjeux de cette décision? Analyse à suivre dans le forum de discussion. On vous parlait il y a quelques semaines de ce délai accordé aux occupants de la berge lagunaire est de Cotonou. Le ministre du Cadre de Vie leur avait donné jusqu'au 6 janvier pour partir des lieux. Finalement, l'injonction a été reconsidérée avec d'autres paramètres pris en compte. On vous dira tout sur ce sujet. Militer pour la préservation de l'environnement à travers l'art, c'est le combat que mène une artiste plasticienne. Elle a nom Sika et Sika en fond signifie l'or. Justement, Sika da Silveira considère la nature comme un bien aussi précieux que l'or. Elle explore de façon plus intime son regard sur le vivant. On vous fera découvrir son travail. Vous avez un projet de vous marier. Sachez qu'il y a une case que vous devez cocher obligatoirement avant de vous dire oui devant le maire. Vous devez vous dire oui devant le médecin. C'est ce qu'on appelle les bilans prénuptiaux. Concrètement, il s'agit d'examens sanguins pour repérer d'éventuelles maladies contagieuses ou héréditaires et les compatibilités. Quelle est la nature des examens demandés? Peut-on passer outre cette étape et faut-il accepter les incompatibilités au nom de l'amour? À suivre les éclairages d'un médecin. C'est dans la chronique santé. Marcel Arrossi. Marcel, bonjour et bienvenue sur 5 sur 7 matin. Herman, bonjour à tous. Comment allez-vous? Très bien, merci. Un plaisir de vous retrouver, comme toujours, sur 5 sur 7 matin. Plaisir partagé. Avec vous, quand vous êtes là, c'est le premier grand format de l'actualité sur la télévision nationale. Le bulletin d'information vous installe. Bienvenue donc au premier grand format de l'actualité sur votre télévision. Nous démarrons par cette brève avec les échos de la criette avec l'affaire des 4 milliards de francs CFA disparus à la Direction générale des impôts. Le procès de l'ex-régisseur de la DGI et ses 7 co-accusés s'est ouvert ce lundi avec plusieurs chefs d'accusation mis à leur charge: association de malfaiteurs, détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux, ruisselle et complicité de détournement de deniers publics. Après près de 6 ans de détention provisoire, l'ex-régisseur de la Direction générale des impôts, Carlos Adorno, plaide non coupable. L'audience a été suspendue juste après sa déposition et va reprendre aujourd'hui même. Et puis, en attendant, Vodou Days rime-t-il avec désacralisation de nos religions traditionnelles après les 3 jours de célébration des arts, de la culture vaudou? Certains en sont persuadés. Pour le directeur du projet Vodou Days de l'agence Bénin Tourisme, le vaudou est une religion comme toute autre et doit bénéficier du même regard. Je ne pense pas qu'à un seul moment nous soyons allés dans la direction de désacraliser ce qu'il est. Vodou Days, en tout cas, c'est un rassemblement de plusieurs cultures, de plusieurs horizons, de gens qui croient en vaudou et des gens qui n'y croient pas. Ce n'est pas un couvent, tout le monde peut y accéder et tout le monde vient avec son opinion. Si vous ramenez la partie rituelique pure dans la masse de Vodou Days, ce n'est pas grand-chose, on va dire, mais c'est l'essentiel. On n'a pas voulu, et on ne va pas s'excuser de promouvoir notre culture. On ne va pas s'excuser de mettre en lumière ce qui a caractérisé nos ancêtres, ce qui caractérise notre, on va dire, notre bien-être, puisque chacun choisit ce qui est bien pour lui. Et surtout, nous n'allons pas continuer à recevoir des leçons systématiquement de morale de ce que le vaudou doit être par rapport aux autres religions. Je ne pense pas qu'à aucun moment l'État ait fait du prosélytisme, mais à aucun moment nous souhaitons non plus qu'on
ridiculise ou qu'on pointe du doigt cette spiritualité, le vaudou est une religion comme les autres. Et à ce titre, il doit être respecté comme les autres. Nous avons été agréablement surpris, pas qu'on ne s'y attendait pas, mais c'est toujours plaisant de voir que nos projections fonctionnent. Quand on a, rappelez-vous, quand on a appelé ça Vaudou Days, on a eu quelques critiques, on a eu quelques colibés, on a eu quelques interrogations, pourquoi vous anglicisez le nom, et ainsi de suite. La notoriété de Vaudou Days n'est plus à démontrer. Nous continuerons de travailler, évidemment. On ne se contente pas de ce qui est déjà fait. Mais j'ai été personnellement un peu surpris d'avoir reçu un coup de fil d'un Américain qui me disait qu'avoir lu des sujets sur le Vaudou Days et qu'il a vu quelques contenus vidéo dont il était vraiment ébloui. Et à la fin, donc, il me dit, donc Vaudou Days, ça se passe à Ouida. Je dis oui, absolument. Et ensuite, il me dit, mais Ouida, c'est où? Vous voyez, donc, parce que nous avons communiqué sur Vaudou Days au Ouida, mais il ne savait pas que Ouida était au Bénin. Vous voyez, donc, je veux dire, le nom Vaudou Days a pris. C'était un choix de nos autorités et ils ont eu raison. Ils ont eu raison d'aller dans cette direction-là. Ouida est une cité-musée. Nous, spécialistes du tourisme, c'est une bénédiction pour nous. Ouvrir progressivement toutes les infrastructures qui sont en cours de finition au prochain Vaudou Days, je suis pressé, en fait. J'ai hâte qu'on y soit. Hâte certainement de redoubler ces chiffres. 435 000 participants au Vaudou Days après 3 jours de célébration de l'art, la culture et spiritualité vaudou. L'événement a réuni plusieurs délégations venues des 4 coins de la planète. La congrégation ancestrale spirituelle haïtienne était présente aussi avec, vous allez le voir, les Vaudou Days leur laissent un goût agréable. Ils partagent au micro de Jean Nambime et Ariane Da Silva ces moments qui leur ont permis de se ressourcer. Vaudou Days, c'est une manifestation pour réveiller les esprits de nos ancêtres. C'est une manière de les honorer. Nos ancêtres s'étaient partis avec les mains vides, déshumanisés, pour la traverser, arriver en Haïti. L'esprit de nos ancêtres, cette divinité-là qu'ils avaient conservée, qui nous ont conduits à avoir notre indépendance. Un peuple qui ignore sa tradition, sa croyance, sa religion ne sera jamais un peuple. Notre mission, c'est de doter Haïti, le peuple noir, partout au Bénin, de leur propre spiritualité. Si votre spiritualité est influencée, tout sera influencé. Moi, j'ai retrouvé ma vérité en rencontrant mes ancêtres. C'est le moment aussi, vous avez votre mission de chercher votre vérité. Permettez-moi de remercier le président Talon. Depuis 7 ans, j'ai initié ces voyages. Je peux vous en dire long les changements que j'ai vus à chaque pas. J'ai l'impression que ça va à une vitesse tellement, je me dis non. Si Haïti avait cette chance-là d'avoir un dirigeant pareil, on serait très loin. Donc, Monsieur Talon, nous les Haïtiens, nous sommes fiers de vous. On vient avec des gens qui sont originaires d'Haïtiens pour se ressourcer, pour se reconnecter au Bénin. Parce que lorsqu'on est ici au Bénin, je vois mes parents en regardant vos visages, je vois mes enfants, on se revoit, on est chez soi. On visite différents royaumes, on se reconnecte, on s'est initié, on a passé 1 mois au couvent. Et après avoir fait le phare, Ramla nous a guidés où nous sommes exactement. Moi, je n'avais pas de projet d'être roi, c'est pas quelque chose, c'était loin de mes pensées. Mais les esprits nous ont guidés à devenir où nous sommes à ce moment ici. C'est pour ça que j'encourage tous les afro-descendants à se reconnecter aux mains ancestrales à travers des voyages ici en venant au Bénin et à visiter l'Afrique, à se ressourcer, à se reconnecter. Avoir l'opportunité de devenir aussi un Béninois, je pense que c'est encore un rêve qui devient vérité. Hein? C'est comme un rêve qui se réalise. Comme j'ai dit auparavant, le Bénin nous accueille. J'y suis et j'y reste, moi. Donc, je reviendrai toute neuve à l'amitié.
Oui, je reviendrai à mes sœurs et frères, mes cousins, mes cousines. Je reviendrai. Merci. Et on vous informe que la saison de chasse 2025 est lancée à Djougou depuis samedi dernier. Nous sommes dans le département de la Donga, un peu plus de 460 km de Cotonou, dans la cité des Pétoni. Les chasseurs ont renoué donc avec les brousses pour capturer les gibiers. Le top est donné par Sa Majesté Pétoni Koda 6 à son palais. Jean-Claude Gims pour les détails. Une séquence qui donne une idée d'une journée type des chasseurs. Tous présents à l'invitation du roi, il confie l'édition 2025 de la chasse qui est une activité traditionnelle des Djougois à Dieu pour une saison apaisée. Aujourd'hui, ici à Djougou, Sa Majesté lance officiellement la chasse dans Djougou. Donc nous prions parce que nous rentrons dans les forêts. Nous rentrons dans la brousse et il faut prier qu'il aille en bonne santé et qu'il revienne en bonne santé. Je vous dis merci et je remercie le gouvernement qui est là aujourd'hui pour nous. Une délégation de la direction départementale des eaux, forêts et chasse a assisté au lancement officiel. Chaque acteur retourne sur le terrain en gardant à l'esprit les règles établies. Il est interdit la chasse à la battue à tout enfant dont l'âge est inférieur à 18 ans. De rouler à vive allure et emprunter autre voie, autre que celle choisie par l'ensemble du comité. Mettre le feu à la brousse, abattre les animaux domestiques, voler des vivres, porter son âme à feu sans une autorisation, consommer des stupéfiants. Par conséquent, toute déviance est susceptible à une amende, soit un montant allant de 5 000 à 500 000 francs CFA. Après l'immolation des bêtes qui sanctionne la fin de la cérémonie, le village de Batabata Fongu dans l'arrondissement de Pelebina a accueilli les chasseurs pour les premières captures de 2025. C'est une pratique qui contribue au travail décent et à des économies inclusives, mais aussi à la justice sociale et au développement durable. Il s'agit de l'économie sociale et solidaire. Dans certains pays, cette pratique est régie par un cadre juridique. Elle représente même près de 10% de l'emploi en France avec plus de 2,5 millions de postes. Ariane Da Silva nous emmène à sa découverte dans le dossier économie. L'économie sociale et solidaire, cet écosystème diversifié dans lequel on peut retrouver les coopératives, les associations, les mutuelles, les fondations et les entreprises sociales, est vieille de quelques années. Au départ, on connaissait l'économie sociale, née après les dégâts engendrés par le capitalisme et la révolution industrielle. Ce n'est que quelques temps après qu'elle est devenue économie sociale et solidaire. L'économie sociale et solidaire peut être définie à partir de 4 grands principes. Le premier, c'est l'utilité sociale. L'utilité sociale de ce que l'entreprise ou la structure de l'économie sociale et solidaire décide de faire. Après, il y a tout le volet démocratique. Donc, il ne faut pas oublier que lorsqu'on parle d'économie sociale et solidaire, tout ce qu'on gagne comme revenu, au niveau de la structure de l'économie sociale et solidaire doit être réinvesti. Contrairement à la réalité dans d'autres pays du monde, au Bénin, l'économie sociale et solidaire a encore du chemin. L'économie sociale et solidaire est présente au Bénin, mais n'est pas encore développée comparativement aux pays occidentaux, comme la France, l'Allemagne, le Canada. Donc, ce n'est pas encore développé, mais nous sommes en train de faire le petit chemin vers l'éclosion de l'économie sociale et solidaire. Pourtant, les pays peuvent tirer bien des avantages de l'économie sociale et solidaire. Quand on parle d'entreprises d'économie sociale et solidaire, c'est des entreprises qui évoluent dans l'économie marchande comme toutes les autres entreprises, qui créent de la valeur, et qui créent de l'emploi, mais sous une autre forme. C'est-à-dire ici, on parle d'une entreprise qui apporte du profit pour un grand nombre et non pour quelques-uns, comme c'est le cas dans l'économie capitaliste. Elle peut aussi être considérée comme un levier de croissance économique. C'est un levier important
parce que ça prend en compte l'humain dans sa globalité, dans ses difficultés, et on fait un effort à ce que tout ce qu'on gagne comme ressources, qu'on puisse l'utiliser pour faire avancer l'humain, pour faire avancer la société. Donc aujourd'hui, il faut comprendre que la viabilité économique est le maillon essentiel qui fait qu'on peut dire sans douter que l'économie sociale et solidaire est un levier important pour le développement économique d'un pays. Que l'État, quand même, puisse, comme les pays comme la France, puisse prendre une loi sur l'économie sociale et solidaire, encadrer la chose et accompagner, faire la promotion de l'économie sociale et solidaire. L'ONU reconnaît d'ailleurs l'économie sociale et solidaire, puisque son Assemblée générale a adopté une résolution relative à la promotion de l'économie sociale et solidaire au service du développement durable. Dernier acte au comptant pour la 29e édition de la tranche commune entente. À l'issue du grand tirage, les 20 gagnants venus des 5 pays du Conseil de l'Entente, à savoir le Togo, le Niger, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Bénin, sont repartis avec leur lot. Le film de la soirée de tirage avec Jules Akoikou et Alexandra Diotan. Nous avons le numéro 2. Le numéro 2, 10 millions de francs CFA. Le Togo et la Côte d'Ivoire emportent les 2 gros lots prévus dans le cadre de ce tirage, soit respectivement 20 millions et 10 millions de francs CFA. Il y a quelques semaines encore, de son lieu de résidence, Yamoussoukro en Côte d'Ivoire, Guillaume Kofi Konan n'aurait pu s'imaginer être l'un des heureux élus. La LONASI, la Loterie nationale ivoirienne, m'a dit que c'était pas moi qui étais déjà tiré, c'est quelqu'un qui avait été tiré et puis on n'arrivait pas à le joindre. Et ils ont demandé au DG pour dire que s'il pouvait vraiment reprendre le tirage, que la personne qui avait gagné le C3 ne le trouvait pas. Et c'est ainsi que c'est tombé sur moi. Et c'est le 30 décembre 2024 que j'ai été appelé. Je suis fier vraiment que Dieu m'a donné cette place-là où je suis aujourd'hui. C'est lui seul que je remercie. 20 gagnants en tout ont été tirés au sort, répartis en nombre égal entre les 5 pays du Conseil de l'Entente. 2 autres actes majeurs ont été posés dans le cadre de cette 29e édition du tirage de la tranche commune entente au Bénin. En premier, le don d'un chèque de 190 millions de francs CFA au ministère de la Santé au profit du Centre national de la transfusion sanguine. En second, l'aide apportée à 40 jeunes et femmes entrepreneurs à la suite d'un appel à candidature. C'est par les réseaux sociaux que j'ai eu l'information. Et comme ça, bon, j'ai postulé et puis je suis lauréat de ce soir. Le projet, ça concerne la pisciculture, la production de poissons. Le Togo sera l'hôte du grand tirage de la 30e édition de la tranche commune entente. Soirée de gala pour récompenser les meilleurs producteurs agricoles. C'était samedi dernier à Cotonou. Il s'agit des trophées de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Une initiative pour booster davantage la production agricole. Gilles Dansou, Igor Ayosso. Les trophées de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage. Une idée novatrice qui en est à sa 2e édition. Elle vise à encourager ces agriculteurs qui travaillent au quotidien pour le bonheur des populations. Cette année, la particularité, c'est que nous avions pioché dans les lauréats élevés par la chancellerie. Et donc, nous avions approuvé le travail qu'ils ont abattu et nous avons décidé d'accompagner ce couronnement. Nous leur offrons de mini-tracteurs, des groupes électrogènes afin qu'ils puissent s'épanouir dans ce qu'ils font comme tâche. Nous encourageons cette initiative. Et nous nous réjouissons que les communes les plus prolifiques, les plus productives choisissent Cotonou pour se faire honorer. Alors, je voudrais féliciter la promotrice qui a l'idée d'encourager et d'appuyer ce secteur, de le révéler. Les lauréats prennent l'engagement d'aller plus loin. Je suis nominée aujourd'hui et je pense que c'est une très grande action qui va vers mon entreprise, vers ma personne. Et je suis bien contente. Je suis content, je suis fier. L'agriculture, un puissant outil de développement.
Et on parle santé dans ce journal. Le reportage à suivre présente et s'intéresse à l'infertilité masculine. Il nous en apprend davantage sur les causes et quelques pistes de solutions avec Génial Afouda Monsiagoka. L'infertilité est l'incapacité d'un couple à concevoir après des rapports sexuels non protégés, fréquents et réguliers sur une période de 12 mois au moins. Complet, c'est-à-dire toutes les étapes, il ne faut pas sauter sur la femme, il faut suivre toutes les étapes, la préparer jusqu'à aller jusqu'au bout. Et fréquent, c'est-à-dire 3 fois par semaine et régulier toutes les semaines de l'année. Et sans contraception par ailleurs, voilà, qu'on parlera d'infertilité de couple. Dans le cas de l'infertilité masculine, rares sont les symptômes apparents. Et pourtant, un homme peut avoir des difficultés à engendrer une grossesse naturellement. Une situation imputée à plusieurs facteurs. Chaque infection qui touche n'importe quelle partie de l'appareil génital de l'homme peut donner à la longue une infertilité. Il peut s'agir aussi de causes liées aux troubles des hormones. Et là, le testicule répond mal ou ne répond pas. Il peut s'agir également d'anomalies génétiques. Certaines fois, c'est une cause traumatique. Normalement, les testicules se fondent à l'intérieur de l'homme, c'est-à-dire au niveau de la région lombaire où se situent les reins, et vont descendre pendant la vie natale, c'est-à-dire pendant qu'on est de naître, à la veille de la naissance, descendre dans les bourses. Au cours de cette migration, les testicules peuvent ne pas arriver à descendre complètement. Lorsqu'on les retrouve sur leur trajet normal, on parlera de cryptorchidie. Il y a des gens qui naissent avec un testicule qui n'est pas en place. Il y a ce que j'appelle l'orchite ourlienne, c'est-à-dire l'oreillon. Lorsque les petits garçons font des oreillons, il faut les amener à l'hôpital pour qu'on les soigne bien, soit vers les urologues, soit les infectiologues. Et il faut bien les traiter parce que cette infection virale, d'accord, va avoir comme conséquence la destruction testiculaire. Souvent découverte de façon fortuite à l'occasion d'un bilan, l'infertilité masculine n'est aujourd'hui plus une fatalité. Il existe désormais des techniques de procréation médicalement assistées. Celles-ci offrent la possibilité aux couples qui rencontrent des difficultés de conception d'avoir un enfant. La première tentative, c'est le traitement médical. Et si on n'a pas gain de cause avec le traitement médical, on pourrait, selon le nombre de spermatozoïdes, selon les caractéristiques du spermogramme, on pourrait passer à l'insémination artificielle avec sperme du conjoint, en général, ou de rares fois avec sperme du donneur. Il y a l'insémination artificielle, qui consiste en fait à recueillir le sperme, à travailler le sperme au niveau du laboratoire, éliminer les spermatozoïdes les moins performants et n'obtenir que les spermatozoïdes performants pour pouvoir faire leur injection au niveau de l'utérus, afin que ces spermatozoïdes se rapprochent du lieu de fécondation qui est la trompe. Lorsque on fait 1 ou 2 tentatives au niveau de l'insémination artificielle sans résultat, on doit recourir à ce moment à la fécondation in vitro. Le meilleur traitement naturel pour favoriser la fertilité chez l'homme implique une hygiène de vie saine. Et ceci passe par l'adoption d'une alimentation équilibrée, une activité physique régulière et un sommeil réparateur. La consommation du tabac et de l'alcool sont également à bannir des habitudes pour optimiser les chances de fertilité. Fin de ce premier journal de la journée. Rendez-vous à 13h, 20h, puis 23h30 pour d'autres nouvelles sur la télévision nationale. Merci à vous, Marcel Arrossi. On se retrouve en fin d'émission pour la revue de presse. Mais avant de vous laisser filer, évidemment, on s'arrête pour la revue des titres où nous allons parcourir ensemble les journaux tout de suite. La revue des titres que vous démarrez aujourd'hui avec le quotidien Palmarès. Tout à fait, Palmarès à la une du quotidien Palmarès. Donc, organisation de la concurrence en République du Bénin, les députés en plénière ce jour. Donald Trump investit 47e président américain, un discours aux accents
protectionniste et conservateur. À partir d'aujourd'hui, il n'y a que 2 sexes masculins et féminins aux États-Unis. Dans le discours d'investiture, le président Donald Trump a été bien clair. Matin libre, soldats béninois tués au front, des initiatives d'hommage empêchées. Recomposition de la classe politique. L'année 2026 sera-t-elle déception? Voilà. Le matinal, destitution de chefs d'arrondissement et démission de chefs quartier et de village à Bembereke, la mise au point de la Foscori pour un Bénin émergent. Le pays émergent, supposé crise à la Fédération béninoise de football quand la gestion du président Mathurin de Chacus dérange. Un leadership injustement accablé par certains esprits retors ennemis de football selon le pays émergent. L'économiste du Bénin, coopération économique, le Nigeria rallie les BRICS désormais. Frontière Bénin-Togo, des fonctionnaires de la douane arrêtés pour fraude. L'emblème du jour, l'écrivain béninois Kevin Yeloassi, une plume émergente en France. Fête du Vaudou en différé à Alada, l'honorable Solange Afiavi Meou honore les dignitaires. Fraternité, affaire Carlos Adouano et Steve Amoussou, révélation et énième renvoi à la criette de nouvelles pistes sur le détournement de 4 milliards à la Direction générale des impôts. Le bout du tunnel pour le procès Steve Amoussou, le 27 janvier 2025. Point d'interrogation. Encore, projet route des pêches, attribution provisoire de parcelles commerciales selon Fraternité. La nation, intégration du climat dans le budget 2025. Le Bénin renforce ses engagements environnementaux face aux impacts croissants du réchauffement climatique. Le Bénin intensifie donc ses efforts pour intégrer les enjeux environnementaux dans ses politiques publiques. Visite technique au Bénin, la plateforme de paiement des timbres fiscaux change la donne. Ouakatsira, investiture de Donald Trump, le 47e président promet l'âge d'or aux Américains. Ouakatsira, le Togo, 4e pays de l'AES en attendant que Ford décide. Le pays, explosion mortelle d'un camion-citerne au Nigeria en attendant le prochain drame. L'explosion d'un camion-citerne qui a fait plus de 80 morts dans le centre du Nigeria sur la route reliant la capitale fédérale Abuja à la ville de Kaduna. Et France 24, Donald Trump investi 47e président des États-Unis, démarre son mandat avec beaucoup d'actions. Voilà pour les titres, la revue de presse dans un instant. Merci Marcel Rossier, à tout de suite. 5 sur 7 matin, coup de pause. Derrière, on retrouvera mardi santé. Santé aujourd'hui, on s'intéresse aux examens, sinon au bilan prénuptiaux. À tout de suite. Vous êtes de nationalité béninoise, vous êtes âgé de 18 à 40 ans, vous êtes titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur, bac professionnel, BTS ou DUT, licence professionnelle ou DTS, master ou ingénieur. Vous êtes en quête d'un emploi ou d'une bonne expérience en entreprise en vue de votre insertion professionnelle. Vous êtes immédiatement disponible. Vous pouvez faire partir des 2000 bénéficiaires pris en charge chaque année par le gouvernement à travers le programme spécial d'insertion dans l'emploi. Pour ce faire, rendez-vous sur le site www.psie.bj. Remplissez les champs destinés aux candidats à l'emploi. Inscrivez-vous et soumettez votre dossier. La suite réservée à votre dossier vous sera notifiée par SMS, par mail ou sur votre compte utilisateur PSIE que vous êtes invité à consulter fréquemment. « 5 sur 7 matin, bienvenue dans Mardi Santé. Vous avez un projet de vous marier. Il y a une case que vous devez cocher obligatoirement. Avant de vous dire oui devant le maire, vous devez vous dire oui devant le médecin. C'est ce qu'on appelle les bilans prénuptiaux. Concrètement, il s'agit d'examens sanguins pour repérer d'éventuelles maladies contagieuses ou héréditaires ou les compatibilités. Quelle est la nature des examens demandés? Peut-on passer outre cette étape et faut-il accepter les incompatibilités au nom de l'amour? Eh bien, on s'y intéresse ce matin avec Dr Olivier Sambieni. Il est médecin gynécologue. Bonjour et bienvenue, docteur.
Merci, monsieur Aman. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Mais c'est un plaisir de vous recevoir sur 5 sur 7 matin. Plaisir partagé. Pour évoquer cette phase obligatoire. Déjà, est-ce que c'est obligatoire de passer devant le médecin, chez le médecin, avant d'aller chez le maire? Oui, tout à fait. En fait, c'est un examen qui est obligatoire parce que ça fait partie des pièces à fournir dans la procédure d'un mariage à l'état civil. Donc, on leur demande d'établir un certificat prénuptial et pour établir le certificat prénuptial, il faudra donc faire les examens prénuptiaux. D'accord. Ça, c'est dans le cadre de mariage formel. Et pour toutes ces personnes qui vivent en concubinage ou qui du jour au lendemain se sont retrouvées ensemble, comment est-ce qu'on fait? Ah oui, et c'est là le problème. C'est là le problème, parce que beaucoup de personnes aujourd'hui commencent pas à vivre déjà en couple sans prendre ces préliminaires-là de réaliser cet examen prénuptial. Et là, on se retrouve parfois avec beaucoup de problèmes à gérer plus tard, parce que la grossesse est venue, il y a des enfants, et c'est après l'accouchement qu'on se rend compte que les enfants sont atteints de maladies méconnues qu'on aurait pu éviter si les examens avaient été faits à l'avance. Justement, de quoi retournent ces examens? Quels sont les examens qui sont demandés? En fait, dans les examens prénuptiaux, il y a une partie qui concerne un examen clinique et ensuite des examens paracliniques. L'examen clinique, c'est faire un examen comme une consultation médicale normale pour s'assurer que on a affaire effectivement à un sujet de sexe masculin ou de sexe féminin. Et après, maintenant, on va faire des examens de laboratoire. Là, il va s'agir donc de faire une prise de sang. Et dans la prise de sang, on va demander essentiellement le groupage sanguin Rhésus, l'électrophorèse de l'hémoglobine, la sérologie syphilis, l'hépatite B, l'hépatite C et enfin la sérologie HIV qui n'est pas en réalité obligatoire mais qui est quand même recommandée. D'accord. Voilà. HIV, c'est le sida, le VIH. Hein? Oui. D'accord. Mais en quoi ce n'est pas indispensable? Si mon partenaire ou ma partenaire a le sida, il faut que je le sache, non? Oui, après, ça ne reste pas obligatoire parce que chacun est libre de pouvoir dire « Ah oui, je veux que ma partenaire soit informée de mon statut. » Et si c'est choquant. Je suis à la limite choqué ce matin d'apprendre ça. Hein. Oui. Parce que vous mettez en couple, vous voulez vous mettre en couple avec quelqu'un. Pas que je discrimine les personnes porteuses de sida, loin de là, ou les personnes avec le VIH, loin de là. Mais c'est suffisant, c'est une information importante à savoir avant que je ne me mette en couple avec une personne. C'est ma décision personnelle. Oui, c'est pourquoi il faut un consensus entre les deux personnes. Vous êtes tous d'accord pour aller à la sérologie HIV, donc chacun de vous fait son bilan et tout le monde est d'accord. Lorsqu'il n'y a pas de consensus, en ce moment que ça pose des problèmes. L'idéal serait que chacun quand même connaisse le statut de son partenaire. D'accord. Alors, parmi ces examens, est-ce qu'il y en a qui sont plus importants que d'autres? Ou parmi ces tests qui sont réalisés, est-ce qu'il y en a qui sont plus importants que d'autres et qui peuvent être, on va dire, qui peuvent constituer, en cas d'incompatibilité, une forme, ça peut être rébarbatif? Oui, ils sont tous importants, c'est vrai, mais les plus importants, c'est notamment l'électrophorèse de l'hémoglobine à la recherche des traits de drépanocytose, parce que dans ce cadre-là, il s'agit donc de rechercher une maladie héréditaire. Donc l'enfant qui va naître de cette union-là pourrait être porteur d'une maladie qu'il n'a pas choisi à avoir. Donc alors là, vous déterminez donc le statut de votre enfant, sans qu'il n'ait le choix. Et l'électrophorèse de l'hémoglobine, ça va donc être une analyse vraiment indispensable. Elle ne change pas avec le temps, elle est connue, elle est unique, elle est stable donc de la naissance jusqu'à la mort. Donc c'est vraiment important de le connaître. Aujourd'hui, il y a la forme normale de l'hémoglobine, c'est la forme AA. On sait qu'il y a des porteurs de traits de drépanocytose qui sont les formes AS, les formes AC, et les personnes qui sont atteintes de la drépanocytose qui portent donc les formes SS et SC. D'accord. Et quelles sont les incompatibilités dans ce sens? Les incompatibilités, c'est lorsque l'un des partenaires est porteur de traits de drépanocytose. Donc, lorsque je suis AS et que ma partenaire est également AS, on a un risque d'avoir un enfant qui sera SS dans 25% des cas, 25% des cas AA et 50% des cas AS. Donc, quand le partenaire est SS et que le partenaire, le conjoint est aussi AS ou SS, le risque sera encore beaucoup plus accentué. Plus accru. Voilà. D'accord. Et quel est le rôle du médecin dans cet exercice, quand vous découvrez une incompatibilité et qu'on vous sert la fameuse réponse « mais je l'aime, docteur ». Tout à fait. Et c'est là que le médecin doit pouvoir expliquer à ces personnes qui veulent aspirer à cette union, leur expliquer les différents risques qu'ils courent
d'avoir un enfant qui va être porteur de drépanocytose. C'est un risque, parce que ce n'est pas une probabilité certaine que vous allez forcément avoir un enfant SS comme vous êtes AS par exemple. Donc le médecin va expliquer les différentes complications que l'enfant peut développer à la naissance s'il était atteint de la drépanocytose. Et les complications sont assez graves parfois. Et il y a beaucoup d'enfants drépanocytaires qui ont du mal à dépasser parfois les 15 ans, 17 ans, et parfois c'est un peu plus difficile. Et financièrement, c'est assez lourd pour les parents de supporter un enfant drépanocytaire qui fait fréquemment des crises vaso-occlusives. On sait que dans la drépanocytose, il y a beaucoup de complications, aussi bien articulaires, osseuses, pulmonaires, cérébrales. Et voilà, donc c'est assez lourd et c'est invalidant parfois pour certains enfants. Est-ce que vous avez déjà connu des cas qui sont passés devant vous, des aspirants au mariage, qui ont dû rompre les fiançailles en raison d'incompatibilité sur le plan médical? Oui, c'est pas très fréquent, mais il y en a quand même. Le problème qui se pose, c'est que plusieurs se mettent en relation pendant 2 ans, 3 ans sans connaître le statut, et c'est quand ils sont prêts pour le mariage qu'ils découvrent en fait que bon, voilà, il y a une incompatibilité. Pendant ces 2 années, 3 années de fiançailles, les relations se sont déjà fortement consolidées. C'est difficile de dire bon, je renonce à cet amour-là. Donc les gens s'engagent souvent comme ça, mais c'est assez difficile. Bon, quelques-uns décident quand même de rompre, et ça c'est une décision. Vous en avez connu? Oui, j'en ai connu quelques fois. Et comment ça s'est passé? Racontez-nous, docteur. Bon, ça a été assez difficile. C'est la femme surtout qui n'a pas pu supporter la séparation, parce qu'elle s'est dit, bon, voilà, elle s'est investie dans la relation depuis plusieurs années. Dans ce cas précis-là, le conjoint, lui, il connaissait son statut, mais il l'a caché à sa partenaire. D'accord. On parle de quoi là? C'est l'électrophorèse de l'hémoglobine? Oui, l'électrophorèse de l'hémoglobine. D'accord. Bon, finalement, ils ont dû rompre, ils ne sont pas allés au mariage parce que bon, ça a été découvert tardivement. La femme, voilà, elle n'était pas tellement contente de l'issue de cette relation-là, parce que bon, pour elle, ça fait un recommencement. Et vous savez, chez les femmes, après un certain âge, elles se disent, bon, comment je vais retrouver après quelqu'un? Donc c'est assez difficile. Alors, le rôle du médecin dans ce processus, c'est juste des recommandations, non? Oui, c'est tout à fait des recommandations. Le médecin ne peut pas vous dire, non, je vous interdis de vous unir. Je vais vous dire, voilà les risques que vous encourez. Si l'enfant naît drépanocytaire, il y a des possibilités d'être suivi. Parce qu'aujourd'hui, dans notre pays, il y a tout un programme pour le suivi des enfants drépanocytaires jusqu'à l'âge avancé. Donc, il y a des possibilités de se faire suivre. Et ça, vous devez vous apprendre. La moelle osseuse aussi, non? Mais ça peut aller jusqu'à ce stade-là. Donc, il y a des avancées thérapeutiques dans ce domaine-là. Donc, on ne va pas interdire cette union, mais on va vous prévenir des différents risques voilà, que l'enfant peut avoir. Et il faut s'apprêter moralement, financièrement aussi, à les affronter. Est-ce que, quelque part, aussi, vous avez connu qui ont décidé quand même de prendre le risque, malgré les incompatibilités, d'aller au mariage et qui, par la suite, en ont eu pour leur compte? Bien sûr. Je connais l'histoire, par exemple, d'un couple, ASAS, père et mère. Ils ont eu 6 enfants qui sont tous... 6 enfants? AA, électrophorèse AA, normal. Et malheureusement, c'est le 7e qui est sorti SS. Là, mais de toute façon, on pourrait aussi se demander, vous avez eu 6 enfants qui sont bien portants, mais que cherchez-vous à aller faire un 7e? Un 7e. Malheureusement, ce 7e-là, il est décédé à l'âge de 21 ans. C'est choquant, hein? Parce que vous en avez 6, c'est peut-être un signe des temps. Bon, après, il y a la question de la foi, hein, parce qu'on se dit, bon, si le Seigneur a permis que je puisse avoir des enfants, bon, parfois on y va. Justement, quelle est la place de la foi dans le raisonnement des patients? Est-ce qu'il est déjà arrivé où vous avez découvert des incompatibilités au sein de 2 aspirants au mariage et on vous dit non, Dieu fera en sorte que notre enfant ou que nos progénitures n'aient absolument rien du tout? Oui, ça arrive. Et justement, quand la relation est déjà avancée, c'est le cas le plus fréquent. On se dit, bon, on ne veut pas se laisser. Et on compte sur la probabilité, même si elle est faible, d'avoir un enfant d'hémoglobine normale. On compte sur cette probabilité-là pour que on ait un enfant qui soit normal. Et ça, plusieurs misent sur cette foi-là. On ne va pas contre ça, parce qu'après, la foi, elle est vraiment individuelle. Quand on ne se met pas aussi à la place des concernés, on ne peut pas apprécier jusqu'à quel point c'est difficile de rompre cette union-là. Bon, on se dit, bon, pourquoi ne pas y aller? Même si elle est faible, la possibilité d'avoir un enfant d'hémoglobine normale, on y va, Dieu va faire grâce.
Alors justement, du côté de l'état civil, est-ce qu'il suffit juste de présenter, on va dire, ces bilans prénuptiaux pour passer au mariage, de toute façon, que vous soyez compatible ou pas compatible, l'essentiel est que vous puissiez présenter le papier, c'est bien cela? Oui, c'est ça. Est-ce que c'est normal? Est-ce que quelque part aussi, au niveau de l'état civil, on ne peut pas prendre la responsabilité pour des questions évidentes, donc de santé publique, de bien-être de la population, de bloquer certains mariages où il y a des risques évidents quand deux personnes décident de se mettre ensemble, par exemple? On s'imagine que c'est absurde. Oui. Bon, c'est pourquoi il faut beaucoup sensibiliser à l'avance et permettre aux jeunes de connaître leur statut bien avant de se mettre dans des relations et de maîtriser toutes les informations autour de la drépanocytose, par exemple, avant de s'engager. Parce que c'est difficile de dire aujourd'hui, on interdit de façon formelle un mariage, parce que on laisse le choix quand même aux individus de prendre leurs responsabilités. Certains ont pris leurs responsabilités et ils assument pleinement. Ils ne se plaignent pas. Ils sont prêts à aller jusqu'au bout et faire les soins qu'il faut, même si c'est aller en dehors du pays, aller à l'extérieur pour poursuivre les soins. Les gens sont prêts à ça. Donc c'est difficile de dire, prenons une loi, par exemple, pour interdire ce genre de mariage. C'est difficile de le dire. Mais on recommande de ne pas aller à ce genre d'union. Avec le temps, je crois que progressivement, quand les gens vont prendre conscience des différents risques qu'ils encourent lorsqu'ils sont à risque d'avoir un enfant drépanocytaire, progressivement, les gens vont commencer par ne pas favoriser, prendre conscience de ça et ne pas s'engager dans des unions à risque. Si on le fait, on va avoir beaucoup moins de cas de drépanocytose et à un moment donné, si on n'a plus des personnes qui sont SS, donc on n'aura plus de transmission, donc à un moment donné, quand même, on aura moins de cas de drépanocytose et tout le monde va mieux se porter. Très bien. Alors, on a l'impression que quand on parle de bilan prénuptiaux, on s'attarde beaucoup sur la drépanocytose. C'est parce que c'est surtout ça qui retient les attentions ou c'est parce qu'en dehors de ça, il n'y a pas vraiment d'autres pathologies, outre les maladies infectieuses qui peuvent considérer un problème? C'est parce que la drépanocytose, elle est génétique, elle est héréditaire. Et l'enfant ne fait pas le choix. Donc c'est votre union qui impose à l'enfant d'avoir une maladie qu'il n'aurait pas souhaité. Et il y a des enfants qui, à un âge avancé, après, s'en plaignent et en veulent même à leurs parents. Parce qu'ils se disent, bon, voilà, c'est vous qui m'avez, c'est votre union qui m'a mis. Voilà, dans cet état où je souffre, à l'école, je suis tout le temps en pleuvet, à l'école, je suis toujours mis à part. Bon, ils se sentent parfois un peu discriminés. Et c'est pas facile à vivre. Alors, et au niveau du groupage sanguin, est-ce qu'il peut y avoir des incompatibilités à ce niveau-là aussi? Parce qu'on entend beaucoup. Oui, il peut y avoir des incompatibilités. En fait, dans le groupage sanguin, ce qu'on recherche le plus, c'est au niveau de la mère, de la femme, lorsqu'elle est de rhésus négatif et que le conjoint il est de rhésus positif, c'est-à-dire, je prends l'exemple d'une femme qui est O négatif avec un conjoint qui est A positif. Lorsqu'à l'union, à leur union, ils vont avoir une grossesse, l'enfant va hériter d'un des groupes du père ou de la mère. Donc, il va hériter ainsi donc d'un rhésus ou d'un autre. Donc, si la mère est de rhésus négatif et que le bébé qui naît est de rhésus positif, on sait qu'au cours de la grossesse ou après l'accouchement, il y a une possibilité de passage des hématies fœtales dans la circulation maternelle. C'est-à-dire, en français facile. Le sang du bébé peut passer dans la circulation sanguine maternelle. Donc le sang du bébé qui est de rhésus positif va passer dans la circulation maternelle qui est une femme chez une mère de rhésus négatif. Donc ça va créer donc une immunisation. Donc la mère va commencer par fabriquer des anticorps qui vont aller contre des antigènes d'une nouvelle grossesse où l'enfant sera de rhésus positif. Ce qui pourrait être à l'origine de fausses couches à répétition plus tard. D'accord. D'accord, donc il faut aussi vérifier le groupage sanguin. Le groupage sanguin peut être à l'origine de fausses couches répétées. Voilà, lorsque la mère est de rhésus négatif et que le conjoint il est de rhésus positif. D'accord. Voilà, dans ce cadre-là, et que le bébé hérite du groupe rhésus de son père, c'est dans cette situation-là qu'on va avoir des risques d'immunisation maternelle. Si le bébé prend le rhésus de la mère qui est le rhésus négatif, il n'y a pas de problème. Donc c'est du sang moins qui va passer dans du sang moins, il n'y a aucun problème. C'est lorsque le bébé va prendre le rhésus de son père qui est le rhésus positif que les problèmes d'immunisation fœto-maternelle vont se poser.
D'accord. On voit, on sait, hein, les chiffres officiels, les statistiques officielles, on ne les a pas forcément sous la main, mais lorsqu'on met dans la balance ceux qui se marient et ceux qui ne sont pas mariés, on sait que la balance est déficitaire en faveur des mariés. Donc tout le reste, on vit en concubinage, ou du moins la plupart de ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que lorsque les jeunes traînent ensemble et qu'il arrive... voilà, qui est une grossesse, on profite pour se mettre ensemble. Donc toutes ces personnes-là ne connaissent pas forcément leur statut, il n'y a pas de bilan qui est effectué dans ce sens. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour éduquer la population à avoir le réflexe de connaître le statut de l'autre? C'est vrai que ce n'est pas évident, hein, lorsque vous rencontrez une femme tout de suite. Ce qui vient à l'esprit, c'est pas lui demander c'est quoi ton électrophorèse. Vous avez plutôt envie de lui dire, mais écoute, tu as de très beaux yeux, un très beau regard. Tout à fait. Il y a en fait des séances de sensibilisation qui se font dans les collèges, dans les établissements universitaires également, pour que les jeunes déjà prennent conscience de ces éléments du bilan prénuptial et que très tôt, ils puissent déjà connaître leur statut. C'est vrai, comme vous l'avez dit, c'est pas écrit sur le front d'une femme, voilà, moi je suis AS, moi je suis SS. Mais à partir du moment où vous avez peut-être fait les avances à une femme et que vous estimez vous engagez dans une relation, je pense qu'il est quand même bienséant de pouvoir dire moi je connais mon statut, ton statut c'est lequel. Ça nous permet d'établir déjà une base sur laquelle on va avancer pour une relation qui va être vraiment stable. Est-ce que ça ne tue pas finalement la spontanéité en amour? C'est-à-dire que lorsque vous rencontrez quelqu'un qui vous plaît bien, finalement ce n'est plus cela qui compte, mais c'est d'abord la compatibilité. Oui, vous avez raison. Mais d'une autre part, après, comme on a dit, l'amour parfois peut tout, hein, est au-dessus de beaucoup de choses. Donc quand bien même on est conscient plus tard de ces événements autour qui sont des facteurs de risque, quand l'amour est assez fort, il est capable de vous pousser à aller jusqu'au bout et à assumer, prendre vos responsabilités en se disant bon, c'est la femme de ma vie, bon, j'assume, j'y vais. Ça, c'est un choix personnel. Est-ce qu'il n'y a pas de traumatismes qui peuvent naître d'une rupture brutale du fait d'incompatibilité découverte trop tard? Bien sûr. Ça, c'est vraiment possible. Et les deux peuvent subir ce traumatisme. Vous savez que derrière ça, parfois, il y a aussi les parents. Et lorsque les parents découvrent qu'en réalité, dans cette union à laquelle leurs enfants aspirent, il y a beaucoup de risques. Parfois, c'est les parents qui s'y opposent. Et là, ça laisse vraiment beaucoup de séquelles. Voilà, en amour, il y a des gens peut-être qui auront du mal à se remettre en couple avec avec quelqu'un d'autre parce que désormais, bon, c'est resté gravé dans la tête. Voilà, c'est difficile. Il y a ce risque. Donc, il faut vraiment, quand ça doit survenir, il faut un accompagnement psychologique pour leur permettre de se remettre de ce traumatisme-là afin de se relancer dans une nouvelle relation. Vous, particulièrement, est-ce que vous avez déjà joué ce rôle de psychologue pour, évidemment, de circonstances, pour remettre quelqu'un dans le droit chemin, lui expliquer de façon rationnelle, écoute, c'est vrai, aujourd'hui, tu dis que tu l'aimes, mais est-ce que tu es prêt ou prête, en fonction du sexe de la personne, à faire face aux conséquences éventuelles qui puissent advenir dans le futur? Oui, de façon personnelle, je l'ai fait quelques fois. Et j'avoue que ça a été difficile parce que dans mon cas, le concerné, il était vraiment très engagé dans la relation. Finalement, il n'est pas allé au bout, mais ça l'a quand même affecté moralement parce qu'il avait eu du mal à trouver. Il a pu se relancer après? Bon, là, je n'ai plus de ces nouvelles. Bon, je ne sais pas exactement s'il a pu se relancer, mais il en avait quand même souffert de devoir laisser son partenaire qu'il venait de trouver après plusieurs années où il ne s'était pas du tout mis dans une relation. La première relation, voilà, il tombe sur cette situation-là. C'était assez difficile. C'est un chantier aujourd'hui pour les pouvoirs publics, mais également pour la société civile, les ONG qui interviennent dans le domaine de la santé, notamment la santé de reproduction des adolescents et des jeunes. Est-ce que ce n'est pas une thématique qui devrait devenir centrale, primordiale dans les différentes communications, même à l'école déjà, pour les plus jeunes, les adolescents, les adolescents, les pubères et tout, déjà commencer par faire la sensibilisation à ce niveau? Et oui, et nous, déjà les médecins, beaucoup de médecins se battent. Déjà en consultation, quand nous recevons des adolescents, des jeunes, on aborde cette thématique-là. Et la thématique des infections sexuellement transmissibles, parce que dans ces maladies-là, on retrouve également la sérologie HIV, la syphilis, qui font partie du bilan prénuptial. Et c'est bien, en fait, que les jeunes aient conscience de
toutes ces infections-là qu'ils côtoient et qui prennent des dispositions pour ne pas y arriver. Et ça va leur permettre d'avoir une vie beaucoup plus heureuse et stable après. D'accord. Si vous avez des conseils à donner, on va dire aux aspirants au mariage ou aux personnes qui viennent de se rencontrer, on s'imagine déjà ce que ça devrait être. Après le cinéma, place aller chez le médecin direct. C'est ça? Oui, bon, moi si j'ai quelque chose à conseiller aux jeunes par exemple, c'est qu'il faut que chacun connaisse déjà, avant même de commencer une relation, son statut par rapport à son groupe sanguin, par rapport à l'électrophorèse. Ces deux analyses-là, elles sont inchangeables. Donc quand vous les faites, vous les faites à vie. Et quand vous commencez une relation, c'est quand même bien essayant de pouvoir connaître le statut de votre partenaire. Si vous êtes déjà une personne à risque, si je suis électrophorèse, hémoglobine AA, bon, je sais que je n'ai pas de risque, en principe, bon, ça va. Ça va. Mais lorsque je me connais déjà à risque, il faut prendre quand même des mesures pour ne pas augmenter le risque et faire subir à son enfant plus tard des maladies qu'il n'aurait pas souhaité avoir. Est-ce qu'il y a un cas où deux personnes AA qui se mettent ensemble peuvent donner naissance à un enfant AS? Est-ce que c'est possible, docteur? Ça ne devrait pas être possible. D'accord. Ça ne devrait pas être possible et vous comprenez ce que je veux dire. Ça voudra dire que quelqu'un a mis les pieds dehors? Voilà. C'est fort probable? C'est fort probable. Oui. Que quelqu'un a mis les pieds dans la brousse. D'accord, comme on lui dit. Allez, merci beaucoup à vous, docteur, pour toutes ces explications au sujet de ces bilans prénuptiaux. On s'imagine bien leur importance. Donc pour tout le monde, on sait qu'on est dans un pays où, dans une civilisation où c'est pas vraiment, voilà, c'est pas le réflexe tout de suite d'aller faire les compatibilités. Oui. C'est pourquoi on dit quand on aime, on est aveugle. Ah oui, c'est vrai, ça c'est vrai. Quand on aime, on est aveugle. Mais là, aujourd'hui, il faut que ce soit un amour éclairé quand même. Il faut avoir les yeux bien ouverts. Ah, bien sûr. Pour pouvoir voir bien clair, au risque d'avoir donc des conséquences fâcheuses à l'avenir. Vous passez une excellente journée. Merci. Du mardi. Franchement, c'était très intéressant. On espère vous retrouver très très prochainement pour continuer par évoquer d'autres sujets tout aussi importants. Avec plaisir. Avec plaisir également. Merci. 5 sur 7 matin à suivre dans quelques minutes. Sika Da Silveira, avec elle, on parlera de son combat écolo, de son militantisme écolo à travers son art. Vous allez la découvrir tout à l'heure. C'est une artiste plasticienne qui dialogue avec la nature à travers ses créations. Derrière, nous aurons le forum de discussion avec au menu, bien sûr, cette note circulaire du ministre José Didier Tonato au sujet donc du de charbon de bois. Également, on reviendra sur le déguerpissement annoncé à la baie lagunaire est de Cotonou. Et on parlera aussi de Donald Trump qui est venu au pouvoir aux États-Unis et qui a déjà tout de suite annoncé la couleur. Les États-Unis vont à nouveau se retirer de l'accord de Paris. À tout de suite. Levons-nous comme un seul homme pour combattre le mauvais traitement, les viols, le mariage des filles mineures et les violences sexuelles qui sont des pratiques brisant la dignité humaine. Au Bénin, les violences basées sur le genre sont sévèrement punies par la loi. N'ayons pas peur de saisir les autorités judiciaires. Si nous sommes témoins ou victimes d'une quelconque violence. La prévention de la violence sexuelle est la responsabilité de tous. La prévention de la violence sexuelle est la responsabilité de tous. Prenons l'engagement aujourd'hui de briser le silence et de dénoncer tous les cas de violation de droits, quels que soient leurs auteurs. Vous êtes une femme béninoise. Vous disposez d'une compétence avérée. Inscrivez-vous dans la base de données des compétences féminines du Bénin, un creuset exceptionnel de promotion des femmes du Bénin. Le compendium des compétences féminines du Bénin, c'est quoi? Une application dynamique dotée d'une base de données centralisée et renseignée à partir des informations liées aux inscriptions des femmes sur la plateforme. Elle a pour but de révéler et promouvoir les compétences féminines existantes dans tous les secteurs et sur l'ensemble du territoire national et à la diaspora. Quels sont les objectifs de la plateforme? Renforcer la visibilité, la participation et le leadership des femmes dans la gestion des affaires publiques et privées en révélant et en promouvant des compétences féminines existantes
dans tous les secteurs, aussi bien sur l'ensemble du territoire national que dans la diaspora. Fournir des informations utiles aux présidents des institutions de l'État, aux autorités politico-administratives, aux partis politiques, pour le recrutement, la nomination ou la représentation des femmes. Identifier les secteurs où les femmes sont sous-représentées afin d'inciter à la prise de mesures correctives dans le sens de l'équité et de la justice sociale. Promouvoir des cadres d'échange entre les femmes leaders d'une part et d'autre part entre les femmes leaders et les femmes à la base communautaire. Favoriser le réseautage entre les femmes pour assurer la veille et le plaidoyer qui peut s'inscrire les femmes de l'administration publique, les femmes du secteur privé, entreprises et sociétés, les femmes universitaires, les femmes des organisations de la société civile, OSC, les femmes des organismes et institutions internationaux, les femmes au niveau communautaire, associations et groupements féminins, les femmes de la diaspora, les femmes leaders politiques. Quels sont les critères d'inscription? Justifier de sa compétence dans un domaine donné et disposer d'un numéro d'identification personnelle, NIP. L'inscription sur la plateforme est libre et gratuite. Comment s'inscrire? S'inscrire ou se faire inscrire directement en ligne sur la plateforme en tapant sur le lien suivant lescompétencesfemmesbénin.social.gouv.bj. Remplissez tous les champs obligatoires du formulaire d'inscription, puis cliquez sur Enregistrer. Vous recevrez ensuite un mail de notification avec lien et code d'activation. Vous faites l'activation du compte avec le code envoyé dans votre mail. Ensuite, remplis les informations relatives aux qualifications, expériences, publications et références. Il ne s'agit pas d'un recensement des femmes. Le compendium vise à faire la promotion de la femme dans tous les domaines de la vie publique, économique, politique et socio-culturelle. Mes amis, c'est bien votre adjoint. Vous avez connu mes débuts, ce temps de galère et cette souffrance. Après, j'ai démarré mes activités grâce au microcrédit à l'AFIA. Je m'en souviens comme si c'était hier. C'était un crédit de 50 000 francs. Étant bien formé sur la gestion de mon crédit et mon commerce, j'ai remboursé régulièrement. Et ça m'a permis aujourd'hui de bénéficier d'un crédit de 100 000 francs et d'accroître mes activités. Vous aussi, vous pouvez être comme Adjoa. Vous êtes ancien ou nouveau bénéficiaire du microcrédit à l'AFIA. Vous pouvez désormais obtenir des crédits allant jusqu'à 100 000 francs CFA. Rendez-vous chez le SFD le plus proche pour plus d'informations. C'est simple et pratique, comme toujours. Microcrédit à l'AFIA, le crédit qui vient à vous. Merci microcrédit à l'AFIA. Si vous venez seulement à l'instant de nous rejoindre, militer pour la préservation de l'environnement à travers l'art, eh bien c'est le combat que mène une artiste plasticienne. Elle s'appelle Sika. Et Sika, en langue fon, cela signifie l'or. Justement, Sika da Silveira considère la nature comme un bien aussi précieux que l'or. Elle explore de façon plus intime son regard sur le vivant. On vous l'a fait découvrir, on vous fera découvrir son travail. Elle est avec nous ici en plateau. Bonjour et bienvenue Sika. Bonjour monsieur Amécan. Comment allez-vous? Très bien. C'est un plaisir de vous recevoir sur 5 sur 7 matin. Tout plaisir est pour moi. Avant d'entrer un peu plus dans la discussion pour essayer de vous connaître davantage, on est passé vous rendre visite dans votre atelier, dans votre espace où vous avez exposé évidemment vos différentes créations. C'est l'exposition Aïrondo Zandi que vous avez conduit avec Mazokli Tonifo. C'est bien cela. On va redécouvrir ou découvrir votre travail à travers ce reportage et on revient juste après. On peut commencer par là. Elle fait partie de celles qu'on pourrait qualifier de militantes pour la vie. Oui, entièrement pour la vie. C'est une identité que Sika da Silveira assume à travers ses créations. Artiste plasticienne, la jeune dame de 40 ans présente son exposition Aïrondo Zandi
L'aurore a dissipé la nuit. Un voyage vers l'essence même de la vie. Ma démarche en général est axée sur les liens entre l'homme et le cosmos, parce que j'estime qu'on a besoin d'établir un juste équilibre pour notre propre épanouissement sur Terre et c'est essentiel de reconnaître et entretenir ce lien sacré-là. Cette toile présente un réel dialogue entre les éléments de la nature, une réflexion sur l'équilibre de l'humanité. Illustration avec ce tableau intitulé « Le don du soleil ». Tant qu'on partage de la lumière continue de se propager. En fait, c'est une chaîne qui ne s'interrompt pas. Plus d'une trentaine d'œuvres sont présentées aux ateliers Sika. Et pour cette exposition qu'elle conduit avec Mazoclé Tonifo, un autre artiste plasticien, les curieux ne manquent pas de s'imprégner de cet univers tout particulier. Il y en a une là que j'aime vraiment beaucoup. Et ce qui me parle aussi, c'est les corps en fait. Les corps, les silhouettes des corps, desquels sortent des... On ne sait pas exactement ce que c'est, mais des fils, des cordes, des énergies. Donc si on voit les silhouettes humaines, je trouve que c'est assez mystérieux. Figure polyforme, tableau polysémique, Sika da Silveira explore un monde qui fait aussi d'elle une activiste écolo. Un titre qu'elle refuse de porter, mais auquel elle peut difficilement échapper. L'artiste a récupéré des tranches d'arbres découpées pour en faire des éléments de sensibilisation. Sur l'une d'entre elles, Sika a posé une jarre à moitié remplie d'eau, sa façon à elle de souhaiter la bienvenue dans son univers. Sika da Silveira, justement, on le disait dans le reportage, vous refusez d'être appelée une militante écolo. Pourquoi? Alors que tout ce que vous faites en a bien l'air. Parce que c'est au-delà d'une simple... comment dire, c'est au-delà du militantisme. C'est vraiment, je le porte, déjà c'est une identité que j'exprime et c'est l'expression même de la vie. Pour moi, j'aime pas être classifiée parce que c'est réducteur, simplement. Parce que c'est vrai que c'est écolo, mais je parle au vivant, je parle à partir du vivant au vivant. Est-ce qu'un militant écolo n'est pas un militant pour la vie? Parce que oui, se battre pour l'écologie. Personnellement, j'aime pas être classifiée, tout simplement parce que j'aime. Je trouve que c'est restricteur, comme je le disais tantôt. Je n'ai pas fini de m'explorer. Je pense que le fait de laisser cette marge, de ne pas se classifier, de faire simplement les choses, ça laisse plus d'ouverture pour aller plus loin. Mais à quel moment avez-vous décidé de vous investir dans ce genre de création? Vous connaissez les photographes? Oui, j'en ai côtoyé. J'en ai côtoyé. Alors, à quel moment, je ne saurais le dire très exactement, parce que ça s'est fait. Ça a été tout un processus. J'ai commencé par la peinture, ensuite la performance s'est ajoutée, les installations et la photographie a été le dernier médium qui s'est inscrit sur la liste, enfin pour l'instant. Et pourquoi est-ce que vous laissez vous exprimer, d'accord, dans un domaine qui est considéré presque comme la chasse gardée des militants écolos? Comme je le disais tantôt, je parle de la vie en tant que vivante. Je pense que j'ai tout mon droit et devoir d'apporter ce que je peux. Alors, pourquoi je reviens encore sur ce thème écolo? Parce qu'il y a certainement... quand on rentre dans une case, je pense qu'il y a certains canevas à remplir que je ne remplis pas forcément parce que je reste entièrement dans ma liberté d'expression en tant qu'artiste, en tant que ce que je suis. On va le voir sur ces images, les tableaux que vous avez présentés à l'occasion de votre exposition à Irondo Zandi. On en a vu plusieurs où il y a vraiment comme un dialogue des éléments de la nature. On y voit la lune, on y voit le soleil, on y voit même des êtres humains, des figures qu'on n'arrive forcément pas à déchiffrer. Tout ceci se rapporte à la nature, à l'environnement. C'est quoi la philosophie derrière? Alors, la philosophie derrière, c'est que nous provenons de la nature. Nous sommes ce microcosme donc, qui provient du macrocosme. Nous sommes une
part de cette expression, de cette explosion cosmique, comme j'aime bien le dire. Et il est essentiel pour nous de connaître notre mode d'emploi, tout simplement, parce que quand on met une machine sur le marché, au moins il y a la notice, il y a le mode d'emploi qu'on lit quelque part. Mais pour l'être humain, on ne l'a pas quelque part, sauf sinon c'est inscrit en nous, c'est inscrit dans l'univers, dans tous les éléments autour de nous. Et c'est à nous d'aller chercher ces réponses-là pour alléger et faciliter notre parcours terrestre et pour un équilibre avec la nature. Parce qu'on ne peut pas être là en ignorant cet équilibre-là. Tant qu'on continue d'ignorer, on continue de produire du chaos. Autant pour nous que pour la nature. Donc ma démarche, voilà. Quelle est la réception critique de votre travail? Qu'en dit la critique? Oui, je pense qu'aujourd'hui, mon travail est assez apprécié, reçu. Le message surtout, vous comprennent ma démarche, voilà. Est-ce qu'il n'y a pas une logique quelque part syndicaliste derrière ce travail que vous faites, même si vous ne voulez forcément pas le dire sur la place du marché, mais on se rend compte qu'il y a une forme de logique syndicaliste derrière, de revendication quand même? C'est votre analyse. Je n'ai pas de commentaire là-dessus. Mais non, je ne porte pas cette intention. Je ne suis pas du tout dans cette démarche-là. Mais lorsqu'on peint un tableau où on montre clairement que, écoutez, si vous n'arrêtez pas de détruire l'environnement, on va tous mourir, c'est de la revendication, non? C'est légitimement de la revendication. Oui, en tant qu'être humain. En tant qu'être humain, en tant que cette part cette part cosmique, je vais dire, en fait, comment dire, j'occupe simplement ma place et je fais ce que je dois faire. Et pour moi, ça, voilà. Est-ce qu'il y a une démarche spirituelle qui accompagne votre travail? Forcément, qui part du cosmos, quand on parle du vivant, on parle de l'esprit, on parle de la vie manifestée. Donc, je suis vraiment dans cette quintessence-là. Et cette tranche d'arbre que vous avez récupérée, qui orne la devanture de votre atelier, racontez-nous l'histoire qu'il y a derrière. Alors, c'est des troncs d'arbres et des racines qui proviennent de différents endroits. Le premier, j'étais passée sur une parcelle où ils avaient coupé, j'ai trouvé un amas d'arbres, de troncs d'arbres qu'ils ont entassés. Je me suis rapprochée des responsables pour savoir. Bon, souvent, je m'arrête comme ça parce que c'est quelque chose qui me déchire. J'ai voulu comprendre un peu. On m'a expliqué qu'il y a plusieurs qui pourraient être de l'intérieur. Donc, ça devenait un risque pour les habitants autour. Effectivement, si vous aviez bien observé, il y a des arbres, surtout au niveau des racines, ça creuse à l'intérieur. Donc, ça, avec le temps, l'arbre reste tombé et ça peut blesser. Donc, ce qui les a obligés à abattre ces arbres-là. Donc, j'ai demandé la permission de les ramener. Et pour moi, c'est une façon de les rendre immortels. Voilà, je vis avec. Et il y a d'autres qui ont recommencé à pousser? Oui, parfois, oui. Voilà. Forcément, ça vous fait plaisir de le voir comme ça? Oui, il y en a un qui a recommencé à pousser. Il y en a un autre dans lequel j'ai creusé, en fait. Et j'ai planté un capoquet, le grain du capoquet. Le capoquet qui est un arbre sacré, également de la famille du baobab. Et oui, ça fait plaisir parce que, comme je le disais, c'est une façon de pérenniser la vie et de me rendre compte que cette vie continue à éclore. Ça ne s'est pas arrêté lorsqu'on l'a coupé. Voilà. Ça me permet de continuer ce dialogue-là permanent. Alors, vous peignez sur du papier. On a vu des créations où il y avait du papier à moitié brûlé, où on ne comprenait pas grand-chose parce qu'on n'est pas de votre univers. Évidemment, cela nous suggère des choses. Mais pourquoi cette démarche artistique? Alors, cette série a été dénommée Renouveau. Aïrondo ont dit déjà, l'aurore a dissipé les ténèbres. Je parle autant du chaos, tant sur le plan politique, écologique, environnemental et social. Donc, pour revenir à votre question, à travers ce papier, c'est du papier que j'ai fabriqué moi-même déjà, parce que ce travail, le processus même,
comment dire, la démarche est dans le processus de création. J'ai fabriqué le papier et tout le reste a été fait de bout en bout. Et ce papier rappelle notre fragilité, mais également la beauté de l'humain et la force, symbolise à la fois également la résilience, notre capacité à transcender nos propres chaos, à nous reconstruire, à renaître de nos propres chaos et de tout ce qu'on peut, de toutes les situations un peu difficiles que nous pouvons traverser en tant qu'humains. Vous allez voir, par endroits, les papiers sont brûlés. Et pour rappeler un peu, en une vie, parfois, je pense qu'on vit plusieurs vies en une vie. On meurt, il y a plusieurs formes de renaissance dans un parcours terrestre. Et ces moments ne sont pas forcément faciles. Donc, c'est pour illustrer un peu ces moments difficiles où on est appelé à mourir à soi et renaître. Parce que vous allez voir derrière ce papier, il y a de la couleur, il y a de la vie tout autour qui se manifeste. Donc, c'est pour rappeler que quand ces moments viennent, c'est pas pour laisser place au chaos, mais c'est une sorte de renaissance. Vous allez voir, il y a de la couture qui rappelle également nos blessures. Voilà, parfois, on est un peu déchiré, on a besoin de se repenser, de se reconstruire. De se rafistoler. Exactement, pour continuer. Absolument. Alors, est-ce que c'est un courant idéologique que vous allez maintenir sur la durée ou c'est en fonction de vos envies ou de vos ressentis du moment? Alors, depuis que j'ai commencé, ça va faire 11 ans cette année, le travail en lui-même évolue. La démarche n'a pas changé. Ça, c'est juste acquis plus de maturité. Et je pense que ça va continuer dans ce sens. Quels sont les projets futurs? Est-ce qu'il y a une autre exposition en vue? L'exposition en cours à Irondo Zondi, quand est-ce que cela prend fin? Irondo Zondi prend fin en mars, en mars 2025. Voilà. Donc. Et juste après, quelle est la suite du processus? Alors là, je travaille et donc voilà, je pense qu'en temps opportun, je vous informerai. Pour ceux qui ont envie d'aller voir cette exposition, c'est où? Alors l'exposition se tient à Kokbato, aux ateliers Sika. Je peux laisser un numéro de téléphone pour ceux qui... Vous pouvez juste indiquer. Alors c'est non loin de l'église catholique d'Akokbato. D'accord. Voilà, à 300 mètres de l'église catholique d'Akokbato, à droite. À droite, on va vous découvrir dans votre univers. Merci beaucoup à vous, Sika da Silveira, d'être passé sur 5 sur 7 matin, partager avec nous votre univers, votre intimité presque, en tout cas en ce qui concerne l'art, bien évidemment. On se retrouve très bientôt, si vous le souhaitez. Avec plaisir. Merci, monsieur Amega. Merci beaucoup. Vous passez une excellente journée du mardi. Merci, à vous pareil. Mais avant de vous laisser partir, le président américain, le tout nouveau président ou l'ancien nouveau président américain, Donald Trump élu ou qui a prêté serment juste hier, ça ne doit pas être une très bonne nouvelle pour vous. Ou ça aussi, vous n'avez pas d'avis. Je pense qu'il faut laisser la chance aux gens de faire leurs preuves. Il a eu un premier mandat, il revient. Je suis sûr qu'il a eu le temps de mûrir d'autres réflexions. Quand il parle de production d'hydrocarbures, de sortie de l'accord de Paris, ce ne sont pas forcément de très bonnes nouvelles pour la nature. Pour la nature, c'est surtout sous cet angle que je prends la question. Oui, complètement. Très bien. On aura l'occasion tout à l'heure de discuter autour de cette préoccupation. Ce sera avec mes francs-parleurs de ce mardi. 5 sur 7 matin. Allez, on en vient à présent au forum de discussion, au débat matinal. Juste le temps pour nous d'installer mes invités. Mes amis, c'est bien votre adjoint. Vous avez connu mes débuts, ce temps de galère et cette souffrance. Après, j'ai démarré mes activités grâce au microcrédit à l'AFIA. Je m'en souviens comme si c'était hier. C'était un crédit de 50 000 francs. Étant bien formé sur la gestion de mon crédit et mon commerce, j'ai remboursé régulièrement. Et ça m'a permis aujourd'hui de bénéficier d'un crédit de 100 000 francs et d'accroître mes activités. Vous aussi, vous pouvez être comme Adjoa. Vous êtes ancien ou nouveau bénéficiaire du microcrédit à l'AFIA. Vous pouvez désormais obtenir des crédits allant jusqu'à 100 000 francs CFA. Rendez-vous chez le SFD le plus proche pour plus d'informations. C'est simple et pratique, comme toujours. Microcrédit à l'AFIA, le crédit qui vient à vous.
Merci Microcrédit à l'AFIA. « 5 sur 7 matin, bienvenue dans le débat matinal, bienvenue dans le forum de discussion. Si vous êtes un utilisateur de charbon de bois, sachez qu'il existe de nouvelles conditions de transport. Selon une note signée du ministre du Cadre de Vie, la quantité de charbon de bois accordée aux particuliers par moyen de transport est fixée à 2 sacs. Celle accordée pour le bois de chauffe est d'1 ster et l'acheminement de ces produits forestiers est conditionné par la détention d'un titre de transport. Quels sont les réels enjeux de cette décision? Évidemment, on vous en parle dans le forum de discussion. Et on vous parlait il y a quelques semaines de ce délai accordé aux occupants de la berge lagunaire est de Cotonou. Le ministre du Cadre de Vie leur avait donné jusqu'au 6 janvier dernier pour partir des lieux. Finalement, l'injonction a été reconsidérée avec d'autres paramètres pris en compte. On vous dira tout à ce sujet. Et hier, Donald Trump a prêté serment. Il devient le 47e président des États-Unis d'Amérique et il a tout de suite annoncé la couleur dans son discours ultra long. Production d'hydrocarbures, sortir de l'accord de Paris, eh bien il n'a pas attendu longtemps avant d'annoncer la couleur. En plateau avec moi pour décortiquer tous ces sujets, Alain Tossono, bonjour et bienvenue. Bonjour Evan. Comment allez-vous? Très bien. Cécile Goudou, comment allez-vous? Bonjour et bienvenue. Ça va bien, bonjour Eman. C'est un plaisir de vous recevoir sur 5 sur 7 matin. Et vous avez vu aussi cette note signée du ministre du Cadre de Vie au sujet des sacs, en tout cas du transport des sacs de charbon. C'est pas une très grande nouvelle pour les vendeuses non plus. Là, on y a assis. Mais c'est quand même une grande nouvelle pour tous ceux qui militent pour la protection de l'environnement et notamment pour une gestion vraiment rationnelle et durable de nos ressources forestières. C'est une note qui secoue plus d'un, ça fait couler beaucoup d'encre et de salive, mais j'estime quand même qu'il fallait la prendre, quitte à ce qu'on fasse le débat maintenant sur la mise en œuvre, comment est-ce que tout ça va s'appliquer, comment amener les Béninois à pouvoir remplir ces formalités autour du transport des sacs de charbon et du bois de feu. Alors, quand vous observez un peu tel que ça fonctionne aujourd'hui, tout le monde est devenu commerçant de charbon. Tout le monde. Il y a les commerçants officiels et il y a ceux qui ne le sont pas officiellement et qui commercialisent le charbon. D'aucuns diront que cette mesure vise peut-être une certaine catégorie de Béninois. On cite de plus en plus les conducteurs de taxi, ceux qui font un peu les trajets hors de Cotonou. En revenant, c'est eux qui ramènent des sacs de charbon. Mais je pense que tout le monde... Il y en a aussi qui contournent le système officiel et lorsqu'on va en mission, on trouve le moyen justement de mettre quelques sacs, même dans les véhicules administratifs, même quand c'est interdit. Des véhicules de l'État dans lesquels on met des sacs de charbon. Quand certains fonctionnaires béninois vont en mission, il faut ramener un sac de charbon à la belle-mère, il faut ramener 2 sacs de charbon à la maison pour l'épouse et tout. Mais tout ça n'est nulle part retracé. Tout ça n'est pas documenté. Et donc, quand on opte pour la mesure prise maintenant par la Direction générale des eaux, forêts et chasses, quand même, je pense qu'il y aura une certaine traçabilité. Parce que, comme je l'ai dit, quelque part, il y a les commerçants officiels qui payent des taxes, qui payent les redevances normalement pour ça. Et à côté, il y a également cette filière qui se développe sous les yeux de tout le monde. Et puis, ça passe non seulement dans l'informel, mais on prend l'argument de l'utilisation domestique de ces sacs de charbon-là, alors que ça c'est destiné à d'autres fins. Donc, j'estime qu'il fallait la prendre. Comme je l'ai dit, comment est-ce que ça va être mis en œuvre? Comment est-ce que les Béninois se conforment à cette mesure? Là, on peut faire également le débat, à mon avis. Alain Tossono, justement, quelle est votre analyse sur cette question-là, la décision ou la note du ministre du Cadre de Vie? Bon, il fallait à un moment donné réguler, comme l'a dit Cécile, voir des sacs de charbon comme ça. On ne savait, c'était difficile dans ces conditions d'évaluer même, c'est-à-dire, on ne sait pas au Bénin combien de sacs de charbon on utilise. Or, ça, on a besoin de le savoir pour mieux planifier tout en ce qui concerne le bois de feu, pour évaluer la quantité dont on a besoin véritablement. Parce que, à côté, et c'est là où, au-delà de cette décision, il faut peut-être espérer que les eaux et forêts travaillent à mettre à la disposition donc, des gens voilà, des essences qui permettent véritablement donc, de pouvoir utiliser pour le bois de feu. Donc,
sans cette évaluation, c'était difficile donc de savoir combien de quantité on utilise par an au Bénin. On ne savait pas. Donc je crois qu'au-delà de cette traçabilité, c'est maintenant de voir quelles sont les mesures que l'on doit prendre pour même chercher des alternatives. Parce que pour nous qui défendons l'environnement, quand on voit des sacs de charbon et tout ça, à côté donc de l'utilisation qui est faite, on se demande, mais est-ce que ce n'est pas beaucoup de bois derrière, c'est des forêts qu'on est en train de dégrader et tout ça. Maintenant, il ne faut pas s'arrêter là. Et c'est là où je pense qu'il faut encourager le gouvernement et aller plus loin. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas quels sont les bois qui sont utilisés pour fabriquer ce charbon-là. Et ça, il faut aller jusqu'à là. On ne sait pas. Lorsque vous voyez les camions de charbon, on ne sait pas d'où ça provient. Et vous avez souvent des essences qui ne sont pas destinées au bois de feu. Et là, lorsqu'on rentre dans la brousse, on abat l'arbre que l'on veut. Tout ça, je pense qu'il faut que cette réglementation puisse aller à ce niveau-là pour qu'à un moment donné, qu'on ait quand même une clarté en matière d'essences qui sont destinées au bois de feu ou non. Donc moi, j'attends de savoir, au-delà de ça, qu'est-ce que la Direction générale des eaux et forêts veut bien entreprendre pour que nous puissions avoir quand même bien savoir aujourd'hui quelle est la quantité qu'on utilise donc pour le charbon et tout ça. Mais derrière aussi, en termes de mesures, c'est à côté, parce que là maintenant on va freiner un peu l'utilisation du charbon. Mais quelle est l'alternative? Quand on voit à côté comment le prix du gaz évolue, on ne sait pas. Donc si on veut freiner l'utilisation du charbon, ça veut dire que on doit voir dans quelle mesure peut-être revoir le prix du gaz pour le rendre beaucoup plus accessible afin que les gens puissent davantage utiliser le gaz que le bois de feu. Mais il y a aussi quand même une question qui se pose, Cécile. Comment est-ce qu'on fait pour contrôler tout ceci? Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de décisions, mais dans l'application, cela pose un gros problème. Comment est-ce qu'on fait pour contrôler ça? C'est à deux niveaux. Et le premier niveau, déjà, c'est ce qu'on demande aux citoyens. Si tu prends 2 sacs de charbon aujourd'hui, il y a une formalité à remplir. Et si vous le faites en ligne, là, on a des données à traiter. Et ces données permettront maintenant de faire des prospections et d'avoir des statistiques, comme le disait Alain tout à l'heure. Pour contrôler ça, si tout le monde pouvait respecter cette mesure. Mais comment on va expliquer à la bonne dame, à la vieille mère d'Avogbanan, qui vend son Atassi depuis 30 ans, qu'il lui faut maintenant aller remplir des formalités en ligne? Comment est-ce qu'elle comprend ça? C'est pas elle qui transporte le sac de charbon. À moins qu'elle laisse d'abord l'étalage, qu'elle aille chercher une voiture pour transporter le sac de charbon. Celui qui doit lui apporter le sac de charbon, c'est une chaîne au fait. C'est le transporteur qui doit avoir ce titre de transport, qui doit remplir cette formalité. C'est pourquoi je parlais tout à l'heure de comment est-ce que les citoyens pourront s'y conformer. Il y a celui qui produit, il y a celui qui produit le bois, et celui qui transporte et celui qui l'utilise directement dans les ménages et tout. Mais c'est beaucoup plus le transporteur qui est au cœur de cette mesure-là. Et donc, si tout le monde respectait ça, on aura des chiffres, on aura la traçabilité, on saura quel volume on a transporté, combien de sacs peut-être sortent de telle région ou de telle région du Bénin qui atterrissent dans telle région. Et donc, on pourra, sans ces choses-là, on n'arrive pas à planifier. Sans ces choses-là, on ne peut pas se projeter dans le futur. Et c'est important. Et l'autre volet aussi du contrôle, si certaines personnes arrivent à contourner tout ça, ne le font pas et mettent des sacs de charbon et montent sur la voie et rencontrent des agents qui sont censés les arrêter, qui sont censés contrôler. Et là, on fait comme on a l'habitude de le faire, un peu de copinage et puis on ne leur tient pas rigueur, ne réprime pas. Ça va fausser également ce besoin de traçabilité que cette note de service porte. Allez, il y a un rigorisme dont il faut faire preuve derrière pour que cette mesure-là puisse prospérer. En soi, la mesure, on est tous d'accord qu'elle n'est pas mauvaise. Il la fallait pour pour la préservation de l'environnement, parce que lorsque vous voyez les camions circuler avec des sacs et des sacs, vous vous demandez, mais il y a tout ce bois-là au Bénin et puis il fait autant chaud, ou est-ce que les gens vont chercher, vont abattre ces bois-là pour en faire du charbon? Non, je pense que la mesure, elle est bonne. Maintenant, il faut toujours, quand on prend une décision, les conditions de succès.
Et le contrôle, ça, c'est l'une des conditions. Est-ce qu'on a pris toutes les dispositions pour s'assurer que cette décision sera respectée? Maintenant, au-delà, comme je dis, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui lorsque tout l'argent qui va être aujourd'hui que l'État va encaisser, il faut que l'État soit en mesure donc de financer la mise en terre d'un certain nombre d'essences pour le bois de feu. Et c'est ce qu'il faut souhaiter du gouvernement. Parce qu'on sait que derrière, ce sont des forêts qu'on détruit, ce sont, voilà, aujourd'hui, on fait le point des forêts classées, on sait qu'il n'y a plus rien. Et même les quelques rares forêts que nous avons, ce qui se passe souvent, c'est quoi? Lorsque vous restez au bord de la voie, vous voyez quelques arbres, mais quand vous allez à l'intérieur, il n'y a plus rien. Parce que les gens, ils vont à l'intérieur, ils abattent tout ce qu'il y a comme parfois vous avez des arbres centenaires et autres. Quand les gens n'en ont plus pour fabriquer du charbon, maintenant ils ne font plus la distinction entre les différentes essences et ils abattent ce qu'il faut abattre. Or, on sait que traditionnellement, il y a des bois qu'on conserve et qu'on n'abat jamais. Aujourd'hui, on ne fait plus la distinction entre le bois qu'on doit utiliser pour le charbon et celui qu'on ne doit pas utiliser. Donc, je pense que il faut que la mesure aille au-delà et qu'il faut sensibiliser. Il faut un temps aussi de sensibilisation parce que tout se fait en ligne. Ce n'est pas toujours évident que les transporteurs aient accès à l'Internet et tout ça. Là, ça fait partie peut-être, on peut peut-être voir dans quelle mesure les sensibiliser pour que progressivement, donc ils puissent rentrer dans la danse. C'est une bonne mesure, mais comme je dis, derrière cette mesure-là, si l'idée est d'évaluer effectivement la quantité, le volume donc de charbon utilisé par les ménages béninois, mais il faut aller plus loin pour dire si l'objectif c'est la protection donc de la nature, c'est de faire en sorte que effectivement qu'on puisse promouvoir donc mettre en terre des essences qui permettent véritablement donc de produire du charbon et du bois de feu. Alors Cécile Goudou, on parle aujourd'hui désormais de 2 sacs maximum par ménage, dans des ménages où il y a une forte densité, où on va même jusqu'à 3-4, ou pour des commerçantes qui font tout à base de charbon de bois. Comment est-ce qu'on fait pour compenser ce déficit quand on sait que derrière, le prix du gaz domestique n'est pas forcément accessible à tout le monde? Comme le disait déjà Alain, il faut faciliter l'alternative. Si le gaz est trop cher et qu'il y a des mesures restrictives également sur la consommation du charbon, eh bien les ménages sont pris entre deux feux et ça va être difficile. L'autre chose, quand on dit 2 sacs au maximum, on ne vous dit pas si vous transportez 2 sacs, ça fait au mois prochain que vous allez transporter encore 2 sacs. Ce n'est pas ça. C'est que si tu transportes 2 sacs lundi et que vous avez une grande famille, je ne sais pas quelle quantité de nourriture vous préparez, à moins que ce soit un maquis ou un restaurant, si tu finis les 2 sacs et que tu dois aller acheter 2 sacs encore, c'est que c'est le même processus. Il suffit qu'on arrive à tracer. Et comme ça, on évalue également la consommation. Ce n'est pas qu'on dit que, bon, Herman, dans ton foyer, tu ne prends que 2 sacs au mois de janvier. Ce n'est qu'en février que tu vas prendre 2 sacs. Tu peux prendre 10 sacs dans le même mois. Mais tu payes les redevances de transport pour ça. Et puis, on sait que tel nombre de sacs ont été transportés et puis on a rempli les formalités autour. Donc, il faudrait qu'on ait du détachement par rapport à la mesure, par rapport à la note de service et qu'on prenne le temps vraiment de voir le contenu. Et comme le disait aussi Alain, il faut des mesures de sensibilisation quand on prend une telle décision pour une population qui est déjà habituée à consommer énormément le charbon et une population aussi qui n'est pas totalement lettré, dont la majorité n'est pas lettrée, parce que quand vous voyez un peu la formalité à remplir, si c'était juste comme on remplit les choses en ligne sur le service public en ligne et puis vous payez par Momo, c'est tout. Mais aujourd'hui, pour cette mesure, il faut une boîte. Vous avez besoin d'une boîte électronique parce que la quittance va dans votre boîte au cas où il y aura contrôle et tout, vous ne l'aurez plus sur vous. Combien de chauffeurs, ceux qui transportent ça, ont une boîte électronique aujourd'hui, qui savent comment créer ça et suivre tous ces mouvements-là sur le compte. Ça aussi, c'est un autre volet sur lequel il faut travailler vraiment, sensibiliser les gens, ceux qui ne le peuvent pas, comment ils peuvent se faire aider et tout, avant vraiment de mettre tout ça en branle à mon avis. Alain, il y a une question importante, à un moment donné, il faut se la poser. Faut-il continuer par commercialiser du charbon de bois dans notre pays? Pour l'instant, si on n'a pas d'alternative, les gens vont manger comment? Tu vas manger ton atassi comment? Donc c'est l'énergie solaire. Donc je pense qu'il faut une transition vers d'autres alternatives. Donc il faut se préparer à cela. Et cela a un coût. Et comme je le disais tout à l'heure,
Si on veut finir avec le charbon, ça veut dire qu'il faut rendre accessible le gaz, il faut revoir le prix du gaz et autres. Mais il y a aussi d'autres alternatives qu'il faut chercher. Aujourd'hui, on peut produire aussi du gaz chez nous, avec les fientes de volaille, avec la boue de vache et tout ça. On a vu ailleurs. Surtout pour l'usage domestique, on n'a pas besoin forcément d'abattre les arbres et de fabriquer du charbon pour. Donc, il faut aller vers ces alternatives-là. Et l'État a la responsabilité, le gouvernement a la responsabilité d'encourager. Il y a déjà des expériences. On a beaucoup d'entrepreneurs qui essaient, vaille que vaille, de promouvoir la biomasse et tout. Mais il y a aussi comment on appelle, l'énergie solaire qui est là. Donc, toutes ces énergies alternatives, il faut vraiment les promouvoir si tant est qu'effectivement on veut finir avec le gaz et avec le charbon. Mais ça, il faut du temps. Il faut du temps, il faut de la sensibilisation. Et il y a aussi l'enjeu majeur, ça va être le coût. Et comment on fait? Qui va supporter ce coût-là? Mais comme on le dit, la protection de l'environnement, derrière, il y a le coût. Donc, c'est important d'être conscient, de dire, bon, ok, si nous voulons véritablement réduire, je parle de réduire, on ne peut pas complètement finir avec le charbon, ce serait vraiment, pas aujourd'hui de toute façon, mais on peut donner l'exemple et dire que le Bénin veut vraiment faire cette transition-là. Mais là, il faut du chemin et cela a un coût derrière. Cécile, c'est votre avis aussi? Oui, c'est mon avis. C'est une question de temps sur la durée. Il faut travailler à tout ça. Et si les alternatives sont plus accessibles et moins coûteuses, le marché du charbon va s'atténuer de lui-même. Il n'y aura même pas besoin d'un gendarme pour pouvoir réguler tout ça. Quand il parle de biogaz tout à l'heure, on encourage les ménages à le faire. Mais les petites entreprises aujourd'hui qui proposent le mécanisme, le matériel pour fabriquer le biogaz, le moins cher, c'est tout au moins 200, 300 000. Combien de ménages béninois peuvent se payer ces mécanismes-là? Est-ce qu'on a pensé à la subvention? Est-ce qu'on a pensé à l'accompagnement de ces alternatives-là? Toutes ces choses vont permettre d'atteindre vraiment l'objectif de réduire un peu la consommation du charbon. C'est autant d'éléments qu'il faut mettre dans le même panier pour pouvoir prendre la décision et non sortir juste la lutte contre l'utilisation abusive du charbon, la déforestation et tout, sans prendre en compte tous ces paramètres-là qui vont faciliter vraiment l'atteinte de cet objectif-là. Il n'y a pas que le charbon de bois, hein, il y a aussi le bois de feu. Donc dans l'acheminement est d'un ster. Un ster, ça c'est pas grand-chose, non? Ah oui, bon, ben, on va voir. À l'application, il faut voir comment la mesure sera appliquée. Après, on va évaluer. On va voir comment ça se passe, quelle est la réceptivité donc, des populations. Et en fonction de ça, on va revenir ici pour faire le débat. Alors, la question de savoir s'il faut continuer par commercialiser du charbon de bois dans notre pays a été également adressée aux internautes. On va tout à l'heure découvrir leurs avis sur la question. Ils ont été nombreux à réagir sur nos canaux digitaux, notamment via la page Facebook de l'ORTB de Bénin Télévision, mais également de 5 sur 7 matin. Maurice Tantan va se faire le plaisir donc de nous livrer les avis de nos amis internautes, parce que c'est un sujet qui touche directement évidemment le quotidien des Béninois. J'ai vu un commentaire qui disait, mais écoutez, si on supprime le charbon de bois, le jour où vous êtes en train de cuisiner le gaz fini, vous faites comment? On a tous forcément un charbon à côté qu'on attrape le temps de finir le repas. Maurice Tantan, bonjour. Bonjour Rodrigue Herman Améguin, bonjour à tous et bonjour à toutes. La question du jour, je l'ai rappelé tout à l'heure, qu'ont-ils pensé les internautes? Les internautes ont été très nombreux, comme vous l'avez dit, c'est un sujet qui touche les populations béninoises. Ils ont été des centaines à avoir réagi sur nos différents canaux, sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter également. Et s'ils ont été nombreux à avoir réagi, il faut dire que la tendance est à l'approbation de la continuation de la commercialisation du charbon de bois dans notre pays, avec quelques nuances. Il y en a qui estiment qu'il est quand même dangereux de continuer à utiliser le charbon de bois du fait de la déforestation et de la désertification que ce matériau-là cause dans notre pays. Mais ils estiment que si on veut réduire, voire éliminer l'utilisation du charbon de bois dans nos pratiques de cuisson, il faudra que le gouvernement, en tout cas l'État, puisse subventionner le gaz domestique, parce que beaucoup ont estimé que si en milieu urbain le gaz est déjà cher et inaccessible, qu'en sera-t-il dans les zones périurbaines et rurales si on en vient
a imposé l'utilisation du gaz ou carrément a interdit l'utilisation du charbon de bois à tous. On va voir donc les avis, je l'ai dit, ils sont très nombreux. Je commence avec maintenant Piclaver à Dao qui nous écrit que le charbon de bois est un moyen de cuisson utilisé donc à presque 90% par les Béninois ou même 100%, car ceux qui ont du gaz chez eux utilisent aussi du charbon pour faire cuire certains aliments ou même utiliser ponctuellement en cas de rupture du gaz et par ricochet. C'est une source de revenus sûre pour d'autres. Et donc, pour répondre à la question, écrit-il, je dirais dans un premier temps, oui, il faut continuer à commercialiser le charbon de bois parce que pour le moment, les moyens qu'on nous propose, qu'est le gaz, est premièrement très cher, donc pas à la portée de tous et encore son utilisation reste dangereuse selon Mettons-nous Piclaver à Dao. Il dit que dans un second temps, non, parce que cela contribue à la destruction de nos environnements, donc contribue au changement climatique. Le gouvernement doit penser à une formation à l'utilisation, à réduire le coût du gaz, encourager la production du charbon écologique. Autre commentaire sur la question du jour, Crescent Aïbaba dit oui, il faut continuer, c'est même une nécessité puisqu'on ne peut vivre sans le charbon, surtout dans les grandes villes. Tout le monde n'a pas les moyens pour utiliser le gaz et en considérant cet aspect de la vie, on ne peut jamais cesser de commercialiser le charbon de bois, histoire de permettre à chacun de vivre comme bon lui semble. Mohamed Kassim Olaoumi nous écrit que personne en réalité n'a envie d'utiliser le charbon de bois, mais il n'y a pas autrement. Le gaz est rare sur le marché, surtout dans les stations-service. Chez les revendeurs qui stockent la quasi-totalité des livraisons, les 6 kilos sont à 5 500 francs. Il faut que l'État subventionne le gaz, s'exclame cet internaute qui dit qu'il faut aussi réformer le secteur au point où les bouteilles de gaz deviennent universelles afin que nous ayons le choix dans n'importe quelle station. Sylvain Houssou nous dit une forte pression sur nos ressources ligneuses sans aucun plan de reboisement concret serait à l'avenir fatal pour nous. Il faut donc réduire le prix du gaz domestique et promouvoir le charbon écologique en appuyant les jeunes entrepreneurs. Isidore Accordé dit oui, le charbon de bois est indispensable ici au Bénin. On peut sursoir à cela en milieu urbain. Mais la précarité presque généralisée des conditions de vie de nos populations fait qu'on ne peut l'interdire en milieu rural et périurbain. Je prends encore quelques commentaires. Jean Cocouz nous écrit: la commercialisation du charbon de bois est une activité très importante. Seulement, il y a un côté néfaste dans cette activité. Elle contribue à la déforestation et à la pollution de l'environnement. Cette activité met en péril nos ressources naturelles. Si elle doit continuer, il faudra trouver une solution palliative. Zinvo Edo Parfait nous écrit: continuer la commercialisation du charbon de bois au Bénin peut être une option à court terme pour maintenir les revenus des populations. Cependant, à moyen et long terme, il est crucial de diversifier les sources d'énergie et de promouvoir des pratiques durables pour protéger l'environnement tout en garantissant un accès à l'énergie à tous. Une fois n'est pas coutume, on va finir avec quelques commentaires qu'on a pu glaner sur Inks, la plateforme anciennement appelée Twitter, une série de tweets de ce côté-là. Senase Kenti nous dit: tant qu'il n'y a pas une autre alternative abordable pour nous, pour nos populations, évidemment, on doit continuer. Notre internaute qui nous dit: la question est mal posée. Je pense que la vraie question devrait être, je cite, est-ce que tous les Béninois sont capables d'acheter le gaz domestique? On va terminer avec le commentaire de Cécile qui dit: avec quoi nos mères vont cuisiner si ce n'est pas le charbon de bois? Interrogation. Donc le prix du gaz domestique grimpe, on dirait, de l'or. Laissez donc nous utiliser nos bois. De toute façon, ce n'est pas nous qui polluons la planète. Comme vous l'avez remarqué, Eman Amégan, chers amis, les commentaires sont divers et variés, et ça reflète aussi l'opinion des internautes, l'opinion du public qui nous suit et que nous profitons également pour remercier en termes de fidélité. Merci Maurice Tantan. Et le commentaire qui me retient, c'est on n'est pas les plus gros pollueurs de toute façon.
bois ou pas bois, charbon ou pas charbon, les plus gros pollueurs sont ailleurs. Alain, c'est cela? Oui, c'est vrai, il a raison, il a tout à fait raison. Merci beaucoup à vous, Maurice Tantan, pour ces avis relayés. Au plaisir de vous retrouver demain pour, évidemment, d'autres avis. 5 sur 7 matin, allez, on en vient à présent au deuxième sujet en débat. Il s'agit de l'assainissement de la berge lagunaire est de Cotonou et de ce nouveau moratoire qui est accordé aux occupants, même si on n'a pas encore réellement de date. Mais la façon, Alain, dont ça avait été annoncé, tambour battant, 6 janvier, vous devez partir. Le ton était militaire. Finalement, on se rend compte qu'il n'en est rien. Non, il ne faut pas dire ça. Parce qu'on a déjà vu le gouvernement au niveau de l'Ouest. De l'Ouest, on a réussi à le faire. La corniche. Et là, on se dit, bon, voilà, il faut continuer. Parce que ça, c'était un désastre écologique de voir nos berges lagunaires complètement envahis par les déchets solides ménagers et puis même plus. Donc je pense qu'il faut encourager. Je pense que la démarche aussi elle est bonne parce que bon, on laisse le temps aux occupants de pouvoir se reloger, d'aller ailleurs. Et je crois qu'il faut saluer, je pense que parce qu'à l'Ouest, ça ne s'est pas passé comme ça. Et donc, il faut encourager le gouvernement à continuer à dialoguer et puis peut-être à rechercher les solutions avec les occupants. Parce qu'en réalité, occuper, c'est le domaine public de l'eau. Et toutes les lois, vous prenez la loi 4 sur l'environnement, vous prenez la loi portant gestion de l'eau de 2010 qui est claire là-dessus. Lorsque vous occupez les plans d'eau avec les exutoires et tout ce qui est autour, même les zones humides, vous êtes dans le domaine public de l'eau. Et donc, vous n'avez pas le droit de vous installer là. Donc, je pense que ça, c'est clair. Les différents gouvernements ont failli parce qu'il ne fallait pas laisser les gens. Donc, et je pense qu'au-delà de Cotonou, au-delà des berges de Cotonou, il faut aller voir ce qui se passe au niveau des autres zones humides que nous avons à l'intérieur du pays. Les gens aujourd'hui, ils agressent les berges, ils vont au niveau des berges à la recherche des terres fertiles et donc on assiste de plus en plus à un envahissement des plans d'eau et ça c'est quelque chose qu'il faut corriger. Donc il faut au-delà des berges lagunaires aller voir ce qui se passe au niveau des autres cours et plans d'eau. Donc c'est très important. Cécile Goudou, on voit que ce qui se passe là, c'est un réel désastre écologique. Vous avez des habitats de fortune, vous avez tout et n'importe quoi qui se produit au niveau de cette berge lagunaire là. Pourquoi est-ce que le gouvernement fait marche arrière selon vous? Non, je n'appellerai pas ça marche arrière. Peut-être qu'on a tiré quelques conclusions de la façon dont on a dégagé quand même la berge ouest en 2022, des lieux qui sont aujourd'hui assainis, électrifiés et sécurisés, ce que nous saluons tous. Peut-être que la manière dont ça a été fait quand même, on s'est assis après et puis on a tiré certaines conclusions. On en a tenu compte aujourd'hui dans la manière dont on va dégager la berge est. On a dit, les discussions sont en cours, les populations sont allées rencontrer le ministre du cadre de vie, ils se sont entendus pour que ça se fasse de façon progressive, le temps qu'on leur accorde un peu de semaines ou de mois, je ne sais pas trop, pour pouvoir s'installer quelque part d'autre. Et ça aussi, c'est important. Alors que le désastre écologique dont vous parlez aussi, c'est une urgence qu'il faut régler. Moi, la seule chose qui m'a désolée dans ça, c'est qu'on avait une date au départ. Après ces discussions, on n'a pas une nouvelle date. On ne sait pas jusqu'à quand vont s'étaler les négociations pour qu'on puisse dégager la berge lagunaire est. Parce que les enjeux environnementaux au niveau des berges lagunaires, notamment en métropole d'abord, c'est très important. Quand vous observez un peu dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, c'est le même spectacle. Les berges lagunaires suscitent la pollution en devenant des réceptacles des eaux usées, les lieux d'étalement des déchets de toutes sortes, défécation à l'air libre. Et on s'en prend également à la biodiversité qui est sur place. Parce que quand vous observez un peu, ce sont des populations qui s'adonnent souvent à certaines activités liées à l'eau, qui adorent occuper ce domaine-là. Et comme le disait Alain, c'est un domaine public et nul n'est censé ignorer la loi. Qu'on leur accorde un peu de temps pour dégager ne veut pas dire selon moi une marche arrière. Mais comme je le dis, là où je serais vraiment peut-être éventuellement trouver des mesures sociales pour pouvoir les accompagner. Mais là où je serais déçue, que cette attente devienne indéfinie, longue et qu'on observe ce spectacle, ce désastre écologique impuissant de l'autre côté de la berge, alors que du côté ouest, on a quand même pu faire de grands pas. Voilà. Alors Alain, justement, c'est sans doute les mesures sociales pour accompagner le déguerpissement qui pose problème. Oui, bon, déjà, il faut donner du temps, même si je pense que tous ces occupants savaient que de toute façon, un jour, ils quitteraient là. Ce pas des gens qui ne sont pas informés qu'ils sont dans le domaine public de l'eau. Et donc, je pense que même si les gouvernements, par le passé, ont failli à leur mission,
les gens savaient qu'un jour viendra où on leur demandera de partir. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'une des mesures sociales, c'est déjà de donner le temps aux gens d'aller voilà, s'installer ailleurs. Et au-delà de ça aussi, c'est de voir en termes de mesures sociales, parce que les premiers occupants de ces berges-là, c'était des pêcheurs qui ont quitté quelque part et à cause des activités de pêche. Essayer de voir par la suite comment on fait pour continuer à leur donner l'occasion de faire de pratiquer leur activité et de ne pas tout interdire. Donc je pense que ce qu'on recherche, c'est vraiment de pouvoir voilà, assainir. Mais après, les gens ils peuvent aller faire la pêche, mais il faut réglementer cela. Parce qu'on ne peut pas continuer avec cela, comme elle l'a dit, la biodiversité, je ne sais plus si elle existe autour donc, de ces plans d'eau-là. Avec tout ce que l'on observe là, on ne peut pas... voilà. Et je pense que les pêcheurs se rendent même compte que quand ils passent toute la journée, ils ne ramènent plus rien. Parce que avec la pollution qui est... Il n'y a pas que la pollution par les déchets solides ménagers. Hein. Vous avez, même avec l'essence qu'on transportait, tout finissait dans ces plans d'eau-là. Et donc aujourd'hui, je pense qu'il faut souhaiter qu'effectivement le gouvernement aille jusqu'au bout. Très bien. Voilà, c'est très important. Allez, madame, monsieur, on va s'interroger sur l'avenir de la planète avec le retour de Donald Trump au pouvoir. Il a multiplié hier, lors de sa cérémonie de prestation de serment, des annonces très peu compatibles avec les enjeux écologiques. Cécile Goudou, on l'a entendu dire qu'il va sortir à nouveau de l'accord de Paris, il va relancer la production des hydrocarbures, il veut redonner, dit-il, c'est maintenant que l'âge d'or de l'Amérique commence. C'est l'âge d'or de l'Amérique, mais l'âge vraiment noir pour toute la planète. Et ce que j'admire, peut-être que c'est de l'ironie, ce que j'admire chez Donald Trump, c'est sa constance, même quand il prend la mauvaise voie. Il est constant parce que ce sont des choses qui ne surprennent personne. Il avait sorti les États-Unis de l'accord de Paris lors de son mandat précédent. Et là, il revient avec les mêmes annonces. Alors, tout le monde s'inquiète, la planète retient son souffle. Si M. Trump doit mettre tout ce qu'il a annoncé là en œuvre, où est-ce qu'on ira? Et comme je l'ai dit, il est constant, donc il le fera. Il ne faut pas qu'on s'attende à autre chose. L'analyse qu'il faut faire derrière, c'est face à tout ça, comment est-ce que le reste de la planète se comporte? Et au-delà des commentaires que moi je suis un peu, depuis que Donald Trump a annoncé ces mesures-là, moi je vois beaucoup plus le caractère laxiste, je ne sais pas si les mots sont forts, de tous ces accords internationaux qu'on signe, la COP et autres, parce qu'il manque un casier contraignant qu'on ne coche pas, qui fait que un État peut se lever un matin et dire, moi je me retire, je ne me conforme plus à ça, et vous donc continuez votre chemin. Et ça fait mal quand c'est les États-Unis, deuxième pollueur après la Chine, qui émettent plus de gaz à effet de serre, premier détenteur de réserves de gaz et de pétrole. Et Donald Trump qui insiste, on va forer encore. On va forer à tout va. À tout va, il a insisté, il l'a dit et il va le faire. Et quand c'est un pays comme ça qui dit, moi je me retire de l'accord de Paris, qu'est-ce qui reste de cet accord-là? La Chine qui dit déjà qu'elle n'est pas sûre d'être un pays développé, qu'elle est toujours en voie de développement. Et donc les contraintes imposées aux pays développés pour pouvoir accompagner le dédommagement, l'adaptation et autres, la Chine veut s'en dispenser. Les États-Unis, deuxième émetteur de CO2, disent, nous on se retire. Ça devient quoi, ces accords-là, ces rencontres internationales autour desquelles on discute? C'est la question que moi je me pose au-delà de la personne de Donald Trump. D'accord. Et si vous permettez, Herman, ça va être un gros recul également parce que beaucoup ont salué un peu des avancées sur le plan climatique, sur le plan environnemental sous Biden. Encore que Biden a fait beaucoup d'efforts, mais les résultats à l'arrivée n'étaient pas si probants que ça. Les États-Unis en 2024, par exemple, n'ont réduit leurs émissions que de 0,4%, malgré toutes les 1000 mesures que Biden a prises, arrêt de forage offshore, le large des côtes du pays, 174 milliards investis dans les initiatives climatiques et 75% de ces 114 milliards sont investis dans les États républicains. Et c'est par là que Trump veut commencer maintenant son entreprise anti-climat, si je peux le dire ici. Donc un président qui inscrit son pays à contresens de toutes ces mesures internationales prises pour protéger le climat, moi je me demande aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas une solution contraignante? C'est ma question sur cette Alain Tossounon, retour de Donald Trump au pouvoir, game over pour la nature. Bon, c'est l'histoire qui se répète, on n'est pas surpris, on s'y attendait déjà avec les élections et puis on savait qu'avec son élection, on va avoir donc une fois encore cette sortie-là.
Mais je pense que, comme elle l'a dit, c'est les accords, la nature des accords qui cause problème. Les accords ne sont pas contraignants, donc un président vient au pouvoir, il peut décider, je crois qu'en dehors du protocole de Kyoto qui était vraiment contraignant, on n'a pas eu vraiment un accord international sur ces questions-là qui soit contraignant. Donc le président peut se permettre de faire ce qu'il veut. Mais derrière tout ça aussi, je pense que Donald Trump ne pouvait pas faire autrement, parce qu'il a besoin de l'argent et il sait très bien que voilà, il y a du pétrole qui est là, il peut continuer à forer. Donc il ne peut pas rester dans l'accord et encourager, doper la production d'hydrocarbures. Il a dit qu'il va décréter l'état d'urgence énergétique. Donc c'est ça. Donc en fait, il est dans sa logique. Il sait très bien qu'il ne peut pas continuer à doper donc la production donc des hydrocarbures et rester dans l'accord de Paris. Donc il est tout à fait. Mais derrière tout ça aussi, je pense peut-être c'est une fenêtre d'espoir. Parce que quand il était sorti en 2017 de l'accord de Paris, il y a certains États, il y a certaines villes comme New York et autres qui ne l'ont pas suivi, qui ont continué à, à mettre en place un certain nombre de mesures, d'actions. Et je pense que ça va continuer. Ça va continuer parce que on ne va pas dire que c'est toute l'Amérique, c'est tous les Américains qui sont climato-sceptiques, mais vous avez dans ce pays-là, dans ce grand pays-là, vous avez un certain nombre donc, de responsables politiques, un certain nombre d'États, un certain nombre de villes américaines qui effectivement choisissent de suivre tout ce qui est recommandation de l'accord de Paris. L'autre mauvaise nouvelle, c'est un peu par rapport aux contributions financières. Parce qu'on s'est félicité que, voilà, par rapport aux pertes et dommages, les pays donc, du Sud devraient être indemnisés. Aujourd'hui, si les États-Unis sortent de l'accord de Paris, c'est clair qu'on n'aura plus cette contribution financière donc, pour financer la transition énergétique, l'indemnisation, voilà, l'adaptation, l'indemnisation des pertes et dommages. Et c'est là où les autres pays peuvent aussi, déjà qui n'étaient pas assez motivés pour financer ça, maintenant ils vont trouver encore une autre raison de pouvoir donc traîner les pas à vraiment soutenir ces pays. Justement, et c'est là où on a peut-être le droit d'avoir des craintes, de nourrir des craintes. Si les États-Unis se remettent à remettre la machine, d'autres pays comme l'Allemagne, comme la Chine vont eux aussi continuer à fourrer davantage. Ça c'est clair, parce que dans certains accords, dans certaines décisions internationales, eh bien, les États-Unis constituent la tête qui traîne le wagon. Et si les USA se retirent de ces accords et ne veulent pas s'y conformer, les autres États n'avaient pas trop envie de le faire. C'est avec nonchalance qu'ils ont accepté. Même quand vous voyez la COP 29 à Azerbaïdjan, c'est douloureusement qu'on a accepté, encore que les résultats obtenus n'étaient pas si ce qu'on espérait. Ouais. Et quand les États-Unis aussi vont dire aujourd'hui non, on ne le fait pas, les autres n'avaient pas trop envie de le faire. L'Europe est confrontée aujourd'hui à des problèmes financiers, à des problèmes budgétaires. L'Europe fait face à d'autres contraintes qui ont fait que les Européens ont été très timides à Bakou, à Azerbaïdjan, quand on voulait prendre ces engagements-là. Et que Trump sorte les États-Unis de là, mais c'est un bon motif pour les autres qui ne voulaient pas le faire, de se dérober. Et c'est là aussi un gros danger qui nous guette. C'est pourquoi je me demandais, mais quand on va s'asseoir à négocier ces choses-là, après, qu'est-ce que ça devient? Un pays comme les États-Unis, si c'est une parenthèse, qui décide de sortir même de l'OMS, je me demande, toutes ces institutions internationales, tous ces accords, est-ce qu'aujourd'hui ça pèse le poids que ça devait peser? Mais ce qu'on oublie, c'est que quand on pollue aux États-Unis, les conséquences jaillissent sur les colliers qui ça arrive aussi à un moment où on a vu avec les incendies que la Californie a connu. Il y a eu les cyclones en Floride. Les cyclones en Floride, donc on ne comprend pas dans ce contexte-là comment on peut être climato-sceptique si c'est pas que voilà, c'est l'enjeu économique aujourd'hui qui domine. Merci beaucoup. En tout cas, une chose est claire, à côté donc du climato-sceptisme de Donald Trump et de ce que produisent les États-Unis, abattre des bois dans le nord du Bénin, c'est quand même assez réducteur. Oui, mais il ne faut pas oublier que quand on le fait, c'est que tout de suite on a les conséquences et qu'on n'a pas la même capacité de faire résilience. face aux conséquences. Voilà. Merci beaucoup à vous, Alain Tossono. Merci également, Cécile, pour vos analyses assez éclairées. On s'en arrête là aujourd'hui pour le forum de discussion. Juste après Marcela Rossi, ce sera pour la revue de presse. À tout de suite.
Marcel Rossi, à la une ce mardi, les échos de la Criette, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Pas de dénouement dans les affaires Carlos Adorano et Steve Moussou. Les deux prévenus étaient hier devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette dans deux procès différents. Aucun n'a donné lieu à une réquisition, encore moins à un délibéré. Le procès du présumé chroniqueur anonyme est renvoyé au 27 janvier 2025 pour continuation, réquisition et plaidoirie, alors que celui concernant le détournement de 4 milliards à la Direction générale des impôts se poursuit ce jour avec de nouveaux éléments, nous apprend Fraternité. Sur l'affaire dont le procès se poursuit aujourd'hui, Fraternité rappelle que le scandale remonte à septembre 2019 lorsque Carlos Adorano a disparu avec un chèque de 224 millions de francs CFA destiné à certifier un paiement. Ce geste a attiré l'attention des autorités menant à un audit de l'inspection générale des finances. Les investigations ont révélé une disparition de fonds estimés à plus de 4 milliards de francs CFA gardés dans un coffre-fort sous la responsabilité exclusive de l'ex-régisseur. Après plusieurs mois de cavale, Carlos Adorano a été arrêté au Sénégal avant d'être extradé au Bénin. Et dans le reste du monde, Marcel Rossi, les commentaires pleuvent sur le retour de Donald Trump au pouvoir. À Washington, l'ambiance était à la fois solennelle et électrique. Lors de la cérémonie sur les marches du Capitole, Donald Trump a prêté serment pour un second mandat après avoir déjà occupé la Maison-Blanche entre 2017 et 2021. Les chefs d'État et de gouvernement du monde entier ont réagi à ce retour au pouvoir. Si certains saluent sa volonté affichée de rétablir une politique américaine, d'autres craignent une montée des tensions géopolitiques. En retour à Washington, Trump jure de restaurer la grandeur de l'Amérique. Le quotidien américain The New York Times revient sur la cérémonie officielle et les promesses du président. Dans son discours inaugural, Donald Trump a insisté sur la lutte contre le déclin américain et le retour à une politique protectionniste. The New York Times souligne également les divisions exacerbées dans le pays, mettant en lumière les manifestations dans plusieurs villes de New York à Los Angeles. L'Europe se prépare à un nouveau bras de fer avec Donald Trump. Le journal britannique The Guardian analyse la réaction de l'Union européenne face à ce nouveau mandat. La montée des tensions commerciales et les divergences sur le climat inquiètent Bruxelles. Cependant, certains leaders européens appellent à une collaboration bien prudente. Le quotidien français Le Monde, de son côté, met l'accent sur les répercussions mondiales du retour de Donald Trump entre isolationnisme affirmé et stratégie imprévisible. Le Monde s'interroge sur l'avenir des relations internationales, notamment avec la Chine, la Russie et les alliés de l'OTAN. Afrique, USA, quel avenir sous un second mandat de Donald Trump? Chaque Africain voit midi à sa porte. Le site panafricain Jeune Afrique revient sur les impacts potentiels pour le continent quant au retour de Donald Trump. Les politiques économiques, sécuritaires et d'immigration mises en avant par Trump lors de sa campagne inquiète plusieurs leaders africains, notamment concernant les accords commerciaux. Trump de retour, opportunité ou défi pour Moscou? La presse russe, selon Euronews, explore les possibles évolutions des relations entre les deux pays. Trump avait souvent été perçu comme plus conciliant envers Vladimir Poutine, mais la situation actuelle, notamment en Ukraine, complique les perspectives et rapprochements selon Euronews. Trump 2.0, un mandat sous le signe de l'incertitude. Le journal américain Washington Post s'intéresse aux défis internes, notamment la gestion de l'inflation, de l'immigration et des crises sanitaires. Il met en lumière les attentes d'une base électorale fidèle, mais aussi les résistances d'une opposition démocrate renforcée. Les réactions des médias montrent une inquiétude globale face à une présidence imprévisible, mais aussi un espoir prudent de stabilité économique et politique dans certaines régions du monde. Merci beaucoup à vous, Marcel Rossi, pour ce tour d'horizon assez large de l'actualité, notamment liée à l'élection de Donald Trump au pouvoir. Vous nous avez fait voyager entre le New York Times aux États-Unis, The Guardian en Grande-Bretagne, Jeune Afrique, donc Le Monde, Euronews. Je pense que vous avez fait le tour. Merci beaucoup. Merci. Pour ce travail incroyable, formidable sur cette actualité. Et voilà
Voilà qui vient mettre un terme à la matinale 5 sur 7 matin de ce mardi 21 janvier 2025. Merci à toutes les équipes rédactionnelles et techniques réunies autour de Gilamel Bayhin. Retrouvez-nous demain. Demain, quand il sonnera très exactement 7h, 6h en temps universel. D'ici là, portez-vous très bien. Au revoir. Bon mardi à tous et à chacun. Paix et joie dans le monde. Salut.